j'ai le grand plaisir d'accueillir Héloïse Dridi, administratrice du collectif 50-50. On attend juste 2 petites minutes. Pardon, il y a encore 2 intervenantes qui sont en chemin dans les escaliers du Forum des images. On va peut-être déjà accueillir nos premières intervenantes à venir s'asseoir à mes côtés. Donc Maureen Lepers, qui est sociologue et docteur en cinéma et audiovisuel. Et Piche, qui est artiste, rappeur, chanteur et aussi candidat à Drag Race France. Et je vois une autre intervenante. Tu peux... c'est tes affaires. Et Chloé Letron, qui est candidate sur Love is Blind France, sur une émission sur Netflix, et kinésithérapeute. Alors, Yanis était aussi en chemin, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, puis il nous rejoindra à nos côtés. Alors, je vais faire une petite introduction déjà pour vous recontextualiser cette table ronde qui est un peu inédite au 50-50. Donc, merci d'être présente pour cette table ronde consacrée à un sujet qui aujourd'hui mérite toute notre attention. Les émissions de flux dans les réflexions sur l'inclusion, la représentation, la protection et les conditions de travail dans l'audiovisuel. Depuis plusieurs années, notre secteur a profondément évolué. Les luttes contre les violences sexistes et sexuelles sur les plateaux, les discussions sur les représentations, l'inclusion, devant comme derrière la caméra, font désormais un débat immense dans le cinéma et l'audiovisuel. Pourtant, un pan entier du secteur reste absent de nos réflexions, les émissions de flux. Ces programmes du quotidien, capables de rassembler des millions de personnes, sont pourtant culturellement dépréciés, perçus comme féminins, populaires, racisés, et donc disqualifiés de nos analyses et de nos luttes politiques. Et pourtant, ces programmes façonnent nos imaginaires et influencent profondément la manière dont notre société perçoit les femmes, les personnes racisées, les personnes queer, les milieux populaires, les rapports de pouvoir et les normes relationnelles ou sociales. Ces programmes sont aussi des lieux de travail, des lieux où des candidates, des artistes et des techniciennes s'exposent, prennent des risques et devraient pouvoir bénéficier des mêmes protections, des mêmes référentes VHMSS, des mêmes chartes éthiques que dans le cinéma. En 2025, une évolution importante nous permet, pour la première fois, de poser ce débat sur de nouvelles bases. Le SPECT, syndicat qui regroupe les producteurs et créateurs indépendants de programmes audiovisuels, a signé un accord majeur. L'accord relatif à la prévention des violences et harcèlements sexistes et sexuels dans la production audiovisuelle, désormais intégré à notre convention collective audiovisuelle et entré en vigueur le 1er mai 2025. Et c'est historique, car pour la première fois, cet accord s'applique pleinement au programme de flux. Donc il prévoit une clause VHSS obligatoire dans tous les contrats, une procédure de signalement et de traitement des faits, la désignation d'un ou d'une référente VHSS sur chaque production, un encadrement des castings et une sensibilisation obligatoire des candidates et des équipes techniques des émissions de télé-réalité. Cette avancée arrive après des années où les candidates ont été exposées à des violences sans véritable accompagnement. Le cas d'Ebony, victime de racisme et de harcèlement à Star Academy, ou les dynamiques de misogynie noire visant Romy et Anita dans Secret Story. Ces situations posent des questions profondes. Quelle protection pour les candidates? Quelles responsabilités ont les diffuseurs? Comment parler des violences filmées et diffusées à la télévision? Quel cadre juridique pour ces émissions qui, rappelons-le, sont des lieux de travail? Pourquoi ces enjeux ne sont-ils pas pleinement inclus à nos luttes féministes, antiracistes et des conditions de travail que nous avons dans le cinéma? Nous allons donc ouvrir cet espace de réflexion avec 4 intervenantes. Bon, il manque Yanis, je sais qu'il est en chemin, il nous rejoindra, dont l'expertise et l'expérience se complètent parfaitement. Donc Maureen Lepers, sociologue, docteur en cinéma audiovisuel qui mène une recherche pionnière sur les émissions de télé-réalité. Yanis Kingston qui reviendra après, je vous expliquerai ce qu'il fait. Chloé Letron, donc candidate de Love is Blind France, émission sur Netflix et kinésithérapeute.
Et puis, chanteur-rappeur, aussi candidat à Drag Race France. Alors, pour organiser cet échange, nous allons explorer 6 axes. D'abord, hériter des réflexions qu'on a eues dans le cinéma, puis appliquer à la réalité spécifique des programmes de flux. Donc, en premier temps, on va se poser la question de qui détient réellement le pouvoir dans les émissions de flux et comment ces décisions éditoriales influencent-elles les récits, les représentations et les violences que nous retrouvons à l'écran. Maureen, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une émission de flux, quels sont leurs dispositifs les plus courants et comment ces dispositifs structurent-ils les rapports de pouvoir entre production et participantes? On m'entend, super. Déjà, je vais dire une chose, parce que sinon je vais me faire engueuler par mes collègues, mais je ne suis pas sociologue. Et du coup, docteur en cinéma et audiovisuel. Je travaille en cinéma audiovisuel et je travaille en cultural studies, et donc en études culturelles. Il y a à voir avec la sociologie, mais je n'ai pas de formation de sociologue. Ouais, sinon il va y avoir une crise à l'université, etc. Bon, bref. Donc je ne suis pas sociologue. Mais j'aime beaucoup les sociologues par ailleurs. S'il y en a dans la salle, je suis ravie de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme de flux? J'ai envie de répondre de façon un peu littérale. C'est un programme qui est conçu pour alimenter le flux télévisuel. Alors c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas spécialiste non plus de. Vous allez croire que je sais pas ce que je fais là en fait. Mais si, je vous assure. Je suis pas spécialiste des terminologies, etc. Spécifiques à la télé, mais en tout cas, c'est un programme, pour le résumer ça un peu vite fait et simplement. C'est un programme qui perd sa valeur après sa première diffusion, en fait. Donc ça va s'opposer à tout ce qui va être, je sais pas, acquisition de films, d'œuvres audiovisuelles en général, où là, en fait, il y a une valeur qui peut être ajoutée, on acquiert l'objet et au fur et à mesure des rediffusions, l'objet en lui-même ne perd pas sa valeur. Les programmes de flux sont des programmes qui sont conçus pour être diffusés une fois dans le flux et ensuite on les oublie en fait d'une certaine façon, ce qui pose plein de questions, notamment pour l'archivage, notamment pour la recherche, mais aussi pour revoir les images, pour avoir accès à ces images, etc. C'est hyper compliqué. Donc la définition la plus simple qu'on peut donner, c'est ça, du programme de flux. Et la différence peut-être avec une télé-réalité, parce que parfois les gens du coup ne font pas le distinguo. Alors toutes les téléréalités ne sont pas des programmes de flux. Une émission, pour celles qui connaîtraient un peu, comme Les Princes de l'amour par exemple, ça va vraiment être une émission de flux, à savoir les épisodes ils sont tournés comme ça, tout est diffusé en quotidienne, ça passé à je sais plus 18h50 sur W9 et ensuite une fois que l'épisode il est passé en fait, et s'il repasse le lendemain, c'est pas parce qu'il a de la valeur, c'est parce qu'on a besoin de remplir une case des programmes et la télé-réalité ça coûte peu cher à fabriquer, les gens sont mal payés, on part pas très loin, etc. Donc c'est assez pratique en fait pour la télé, notamment depuis l'explosion du paysage audiovisuel français avec la TNT, etc. On a eu tout un certain nombre de chaînes un peu satellites. Il faut remplir ces chaînes. La télé ne peut pas s'arrêter d'émettre, donc il faut des programmes à moindre coût, etc. Une télé-réalité comme Love is Blind, par exemple, c'est pas une télé-réalité de flux, parce que c'est une télé-réalité de plateforme. Donc elle vient d'un programme qui est ou produit et ou diffusé par une plateforme, en l'occurrence ici Netflix. Love is Blind, c'est un programme global, ça a commencé avec une version américaine, et ensuite la qualité du programme et la valeur aussi ajoutée du programme pour la plateforme comme Netflix, c'est de vendre ce programme à absolument tous les pays du monde, et donc de faire Love is Blind France, Habibi, Mexique, tout ce que vous voulez, vous mettez tous les pays que vous voulez, vous pouvez avoir une émission. Et donc là, on n'est pas sur une émission de flux, parce que l'émission, elle reste dans le catalogue de Netflix, tout est un peu balancé d'un coup, ou en 2 parties, etc. Donc l'émission, elle reste exactement comme n'importe quelle série, n'importe quel film, etc., que vous pouvez trouver dans le catalogue Netflix. Donc c'est pas exactement le même type de logique. Et peut-être du coup pour resituer la télé-réalité en France, on trouve quand même beaucoup de programmes qui sont essentiellement des programmes de dating, hétéro, vraiment c'est vive le patriarcat dans ces émissions. Pourtant moi-même je suis une grande consommatrice de télé-réalité et c'est aussi pour ça que j'investis un peu ce chantier, c'est que j'ai envie de regarder de la télé-réalité, mais je n'ai plus envie de voir ses propres images devant ma télévision. Petite question pour vous, Chloé. Dans une émission de dating comme Love is Blind, avez-vous ressenti un décalage entre ce que vous avez vécu pendant l'émission et ce qui a été diffusé? On m'entend bien? Vous m'entendez bien? Bonjour. C'est un honneur d'être invitée déjà ici au collectif 50-50. Je voulais commencer par ça, donc merci beaucoup. Pour ceux qui ont regardé Love is Blind, je ne sais pas si vous avez tous regardé, mais il y a une différence, c'est vrai, entre ce que moi j'ai vécu, une histoire d'amour qui reste dans les souvenirs intenses,
parce que oui, elle est, pour pas vous spoiler, mais vous allez être spoilé, c'est fini. Mais ça n'en retire pas la sincérité avec laquelle je l'ai vécu, mais c'est une version extrêmement accélérée. C'est-à-dire que dans un pourcentage, je dirais que vous avez vu 20 à 30% de ce que j'ai vraiment vécu. C'est un peu frustrant, c'est vrai. Et du coup, quand on n'a pas la maîtrise de la narration, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là? Parce que c'est vrai que dans la fiction, les comédiens ont le script en avance. Dans les émissions de flux, on n'a pas de script en avance et du coup, on peut se sentir frustré de ce qui est diffusé à l'écran. Oui, vraiment, il y a zéro script, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, des fois qui disent oui, c'est scripté, ça se voit. Il y a des traits qui sont grossis, ça c'est vrai. Dans mon cas, la relation que j'ai eue avec Alex, il y avait des traits extrêmement hésitants chez mon ex-mari, qui est encore mon mari aujourd'hui. On est sur le point de divorcer pour la petite anecdote. Et oui, il faut du temps, hein, pour les choses administratives en France. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais on a une deadline, voilà. Et effectivement, c'est une part de frustration parce qu'on a l'impression de demander énormément d'authenticité, d'être nous-mêmes, de vivre notre aventure, d'ouvrir nos cœurs. C'est aussi être vulnérable face à la caméra. Et aujourd'hui, de l'être aussi cette fois en live pour discuter de mon histoire d'amour. Mais c'est vrai que c'est le mot principal, c'est la frustration. Okay. Et le côté un peu bâclé. Et ça, j'ai pas hésité, c'est pas un secret de le dénoncer, entre guillemets, ici, gentiment. Je l'ai dit à la production, j'ai dit que c'était très dommage de devoir résumer l'amour comme ça. Ok. Bah, merci pour tes mots. Je vais pouvoir accueillir Yanis avant d'enchaîner avec une question pour vous, Piche. Alors, Yanis Kingston, qui est du coup créateur de contenu et journaliste culture pop. Il décrypte au quotidien l'actualité des émissions de télé. Donc on a bien besoin de vous aujourd'hui pour décrypter tout ça. Alors, j'enchaînais du coup sur un axe qui est qui gouverne, qui décide, comment on monte toutes ces émissions. Alors, Piche, en prenant exemple de Drag Race, mais aussi dans vos expériences d'artiste, comment percevez-vous le rapport entre artiste et production? Y a-t-il un espace de discussion ou est-ce souvent un rapport vertical? Ta boucle d'oreille, Matos. Ouais. Hello, hi everybody. Déjà, merci du coup de me recevoir ici. En vrai, je pense que je suis vraiment pas le bon exemple pour. Enfin, je vais essayer de répondre à ça, mais c'est vrai que moi, j'ai une version relativement optimiste de ça, parce que j'ai participé à une émission du coup qui s'appelle Drag Race France. C'est un concours de travelote pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de chance parce que c'est une des émissions pour le coup dans lesquelles il y a vraiment une visibilité sur que ce soit les personnes racisées, différentes, d'orientation de genre différentes, sexuelles, etc. On aborde énormément de thèmes qu'on ne voit quasi dans aucune autre télé-réalité, pour être tout à fait honnête. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal un petit peu des fois à la qualifier même de télé-réalité. Pour moi, j'avoue que Drag Race, je le vois pas dans ce... Non, c'est plus une émission. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, complètement, mais je pense que ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus en vrai. Mais déjà, c'est d'utilité publique, et puis le fait que ce soit aussi sur le service public, ça envoie un message qui est très très fort justement. Parce que oui, on parle de sujets très importants dont on ne parle pas ailleurs, avec vos impôts. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment dans des discussions permanentes, que ce soit sur le plateau, etc. Il y a vraiment une véritable écoute par rapport à nos besoins et autres. Ça reste, attention, une émission de télévision, ce qui veut dire que forcément, il y a des biais qui sont ancrés, etc. C'est jamais complètement toujours optimum, mais on sent la véritable volonté de vouloir faire les choses bien pour que les personnes se sentent du coup dans une safe place et qu'on puisse aborder de la manière, on va dire, la plus juste qui soit et la plus proche de la réalité, du coup, beaucoup d'enjeux qui concernent notamment la communauté queer, mais en vérité dans laquelle beaucoup de personnes, même des alliés, hétéros, etc., se retrouvent. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que c'est une émission qui est aussi populaire et qui touche autant de gens. En vrai, on se rend compte depuis la sortie de Drag Race que c'est absolument plus en vrai une émission niche. Il y a pas, enfin voilà, on remplit des Bercy maintenant et des choses comme ça, et on touche un peu toutes les communautés.
Donc déjà, c'est la preuve que du coup, nos combats et nos luttes intéressent beaucoup plus de gens que ce qu'on voudrait croire. Parce qu'en vérité, nos problématiques, celles qu'on rencontre au quotidien en tant que personnes queer, racisées et autres, même si elles sont intrinsèquement liées à ce que nous, on est, ce qu'on représente, etc., en vérité, il y a plein de personnes qui s'identifient à ces sentiments-là dans leur propre traumatisme, dans leur propre vécu, etc. Le sentiment de solitude, de rejet, d'échec, nous, on le vit de cette manière-là parce qu'on est queer, mais en vérité, tout le monde le vit tout au long de sa vie, et du coup, on s'identifie au sentiment, et grâce, en tout cas, j'ai l'impression, à ce sentiment, du coup, on fait un parallèle à nos propres expériences, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi large. Je dérive très souvent dans les réponses, tu le sauras. Il faut pas me donner un micro, moi, sinon j'y passe des heures, mais en l'occurrence, je dirais que moi, j'ai vraiment cette chance-là, c'est pas vertical avec Drag Race notamment. Je pense que c'est peut-être aussi la force de ce programme-là, alors que peut-être qu'on peut retrouver cette production qui va produire d'autres émissions, et j'aurais pas la prétention de dire que je sais comment ça se passe sur ces autres émissions-là, mais je sais qu'avec nous, pour le coup, il y a vraiment ouais, il y a un vrai échange et une vraie écoute, donc c'est très agréable, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je regarde pas véritablement d'autres téléréalités, pour être honnête. Parce que je m'y reconnais absolument pas. Tu disais tout à l'heure du coup que c'est beaucoup de récits déjà qui représentent des types de personnes en particulier, et souvent quand ça nous représente nous, eh ben, c'est évidemment très cliché. Voilà, on joue sur ce qu'on a l'impression que les gens veulent voir ou attendent de nous, ce qui est complètement faux. Maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux, etc. On a bien déconstruit, enfin j'ai envie d'y croire, on a bien déconstruit les images qu'on a des communautés queer et tout. Et voilà, et du coup, c'est un petit peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir dans des émissions comme Les Princes de l'amour. On joue une espèce de fausse inclusivité, du coup, en mettant des personnes avec des orientations de genre différentes, j'ai envie de dire, et sexuelles. C'est peu, hein, les représentations de genre différentes. On a très peu de personnalités et de personnes transgenres dans les émissions un peu plus mainstream comme ça. Et voilà, et quand on joue sur les clichés, je trouve ça tellement dommage, et du coup, j'ai pas envie de regarder ce genre d'émission. Et c'est pour ça qu'il faut les changer et les encadrer. Ouais, pour que oui. ça change, en fait. Ça, c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Hein. Il faut qu'on écoute les personnes qui sont concernées et qui ont des choses à dire là-dessus. En fait, j'ai l'impression que les gens qui ont la possibilité de pouvoir faire changer les choses et de tirer un petit peu les ficelles prennent la chose un petit peu à l'inverse, en se disant ça, c'est ce que les gens veulent consommer. Si on met pas des clichés, du coup, les gens s'en foutent, et voilà. En vérité, c'est pas vrai, c'est complètement l'inverse. Si tu éduques les gens, etc., avec de la représentation, bah, au final, ils vont juste finir par comprendre un peu mieux les choses, et ils vont avoir envie de consommer du coup des émissions de télé-réalité aussi, mais de la bonne manière, sans dénaturer voilà, ce que sont véritablement les gens et ce que sont leurs combats. Je vais m'arrêter là, ça va être très long, je te laisse si tu veux peut-être... Non, mais en tout cas, c'est intéressant, et puis ça rappelle aussi de montrer, en fait, quand on parle de gouvernance, donc qui écrit ces récits, qui produit ces récits, ça aussi c'est important, puisque demain, si on a des personnes queer et racisées qui écrivent des téléréalités, je pense que ça aura quand même un autre sens que ce que l'on voit aujourd'hui. Mais voilà, bientôt, j'arrive pour ça en tout cas. Allez, ça part. Téléréalité queer, on veut. Mais Maureen, peut-être, oui, vous pouvez peut-être nous rappeler émission de vraiment télé-réalité. Ouais, en fait, Drag Race. mais ça fait aussi partie du problème, et je pense que cette table ronde a la vocation à essayer de lever un peu le voile là-dessus. Il y a beaucoup, en fait, le terme télé-réalité, c'est un terme qui recouvre quand même une diversité de programmes qui est assez gigantesque, et on connaît très très mal ce corpus, et on a un peu de mal dans les débats et dans les discussions, qu'elles soient académiques et ou plus informelle, à définir un peu ce terme. Pour moi, il y a deux façons de définir la télé-réalité. Il y a une façon qui serait un peu historique, et de passer par ce qu'a été au départ la télé-réalité, notamment en France. Donc la télé-réalité, elle arrive en France dans les années 2000, enfin au tout début des années 2000, avec Love Story, etc. Et donc là, on a de la part, on va en reparler après, du CSA, qui était le CSA, maintenant c'est l'ARCOM, mais du CSA et d'autres, des commissions de chercheurs, etc., qui se réunissent et qui essayent de donner une sorte de définition de ce nouveau type de programme, qui en fait, quand on regarde un peu l'ADN du paysage télévisuel français au sortir des années 90, c'est pas si nouveau, mais donc on essaye de définir, et on dit, voilà, la télé-réalité, a priori, c'est de la télé d'enfermement, c'est une quotidienne avec des gens qui sont enfermés dans un endroit, etc. Cette définition-là, historique, elle va s'assouplir au fur et à mesure des années. On va passer par le terme de télévision de vie collective, de programme de vie collective, où là, en fait, on enlève la notion d'enfermement, puisque vous regardez une émission comme La Villa des Cœurs Brisés, par exemple, ça n'a plus rien à voir avec la Starac ou avec le Loft. Les gens sont dehors, quoi. Enfin, ils ont le droit de sortir. Incroyable, vraiment.
on a rétabli une sorte de droit humain fondamental, mais bon, c'est autre chose. Donc on assouplit un peu la définition, etc., et on passe par, voilà, c'est un ensemble de gens qui sont sortis de leur cadre de vie quotidien. On les met en général dans un cadre, dans les textes du CSA, c'est paradisiaque. Ils sont tous ensemble en communauté pendant 10 minutes, et puis on les filme selon des plages horaires qui sont plus ou moins étendues, etc., etc. Et à partir de cette matière-là, on fait des épisodes quotidiens qui vont être diffusés toute la semaine, et puis voilà. Et donc il y a, je sais pas, 40 jours de tournage pour 80, 90 épisodes, etc., etc. Il y a ça. Ensuite, la télé-réalité, et c'est là que Drag Race tombe un peu sous l'étiquette, c'est que c'est une façon d'écrire la télé. C'est une façon d'éditorialiser les programmes. La télé-réalité, les émissions de vie collective, etc., vont inventer, vont apporter dans la télévision plus globale une façon de mettre en scène les contenus. Les interviews narratives, la scénarisation, pas la scénarisation, le feuilletonnage, pardon, le fait de faire des candidats, par exemple dans un programme comme Top Chef, un peu des personnages avec des personnalités qui sont un peu identifiables, etc., etc. Donc il va y avoir comme une forme de télé-réalisation de la télé en général. Et du coup, des émissions comme Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, etc., relèvent, en tout cas pour ce qui est de l'édito, de la télé-réalité. Mais elles ne sont pas dans l'ADN de la télé-réalité historiquement. Drag Race, c'est une émission qui est un peu hybride parce que en fait, c'est une des premières télé-réalités qui arrive sur le service public. Et du coup, il y a une volonté très forte de la part de Drag Race de distinction, de dire on fait de la télé-réalité, mais pas vraiment de la télé-réalité. Et notamment, c'est hyper intéressant si vous analysez par exemple les génériques des premières saisons de Drag Race. Il y a beaucoup d'images en fait, des défis qui vous sont donnés, tous les défilés, etc., etc. Mais il y a très très peu d'images, voire pas du tout sur les 2 premières saisons, des interviews narratives. Et ça, on les voit surgir sur le Drag Race All Star. Et c'est intéressant parce que c'est le All Star. Du coup, voilà, il faut un peu, faut faire monter un peu plus la sauce, etc. Mais sur les premières saison, pas du tout. Et ça, c'est l'interview narrative, c'est-à-dire l'interview face cam du candidat qui dit là on retourne à la villa, etc. ou là il se passe ça, oh incroyable, etc. Ça, c'est vraiment un marqueur visuel de la télé-réalité. Donc le fait que Drag Race, par exemple, n'en mette pas, c'est vraiment une façon pour le programme de dire, enfin n'en mette pas dans ses génériques, c'est vraiment une façon pour le programme de dire nous sommes un peu autre chose. Et après, dans le détail, bien sûr, de l'éditorialisation du programme, il y a tous les ingrédients de la télé-réalité malgré tout. Donc c'est un peu les deux. Et je pense que c'est bien d'avoir en tête cette distinction, parce que de la télé-réalité, même si vous ne regardez pas Les Princes de l'amour assidûment tous les jours, en fait, de la télé-réalité, si vous regardez la télé, vous en avez déjà un peu vu, malgré tout. Merci beaucoup Maureen. Yanis, petite question pour vous. À travers les polémiques récentes que l'on retrouve dans les émissions de télé, qu'est-ce que vous observez sur la façon dont les productions décident de montrer, cacher, vraiment comment est fait le montage selon vous ? Du coup, selon moi, je pense que les productions, déjà, leur but principal, c'est que l'émission marche. Donc forcément, on est tout pour l'audience. Donc je pense qu'au début, lorsqu'ils font le casting, ils écrivent un peu le scénario. Ils ont déjà un peu leurs favoris, leurs chouchous. Ils se disent, par exemple, tel ou tel candidat va aller jusqu'au bout. D'autres, on va les prendre histoire de faire le casting et avoir ce côté un peu inclusivité. Mais je trouve qu'il y a un côté quand même un peu hypocrite. Je pense que certaines productions veulent vraiment avoir cette inclusivité et du coup avoir vraiment de la diversité dans le casting, mais il y en a d'autres, je pense qu'ils le font juste pour se faire bien paraître et puis avoir une bonne image, quoi, et pour pas avoir de polémique. Oui. Et je pense qu'en termes de polémique, lorsqu'il y a une polémique dans l'émission, généralement la production réagit, mais des fois malheureusement un peu trop tard, dans le sens où, exemple, Star Academy, lorsqu'il y a du racisme, ils vont mettre un petit texte en mode fond noir, oui, il faut pas harceler, faites attention, mais malheureusement, le mal est déjà fait. Donc ils auraient pu, entre guillemets, m'intervenir avant. Et je pense que comme les productions ne font rien, entre guillemets, pour que ça se passe plus, les gens continuent, entre guillemets, d'harceler, de critiquer, parce qu'ils se disent que forcément, il n'y aura pas de répercussions. Donc malheureusement, je pense qu'il faut que les productions réagissent plus, en tout cas fassent quelque chose, pour que du coup, il n'y ait plus de critiques, d'harcèlement, de racisme, et comme ça, il n'y aura plus de polémique. Mais d'un côté, je pense que c'est un mal pour un bien, parce que grâce à ça, l'émission marche plus. Parce que forcément, ça fait plus parler. Donc, je pense qu'il y a un côté où ça les sert, quoi. Grâce à ça, ça permet que l'émission marche plus. Ça pose la question du drama éthique, exactement. Mais ça, on en reviendra dans un des derniers points. Vous avez déjà été en contact avec des productions, vu que vous analysez en fait les émissions, des productions qui vous ont dit attention, je n'apprécie pas que vous étudiez ça comme ça ou... Je sais que par exemple TF1, je dirais,
dans le sens Secret Story ou Star Academy. Forcément, moi, je suis quelqu'un, quand je regarde par exemple, un épisode, je vais prendre mon téléphone et puis après, je vais réagir à chaud. Donc, moi, j'écris pas la vidéo, je vais pas forcément réfléchir. Et honnêtement, moi, je donne mon avis, cache-pistache comme ça, sans forcément réfléchir. Mais je sais que la production, oui, des fois, ça peut forcément pas leur plaire parce qu'on va un peu dire les dessous, quoi, ou la vérité, ou comment c'est écrit. Et donc, eux, je pense qu'ils préféraient que je l'aborde d'une autre manière, quoi, que j'ai un autre discours, en tout cas un discours plus lisse. Oui, mais c'est bien aussi d'avoir un discours comme Tout le à fait. vôtre. Du coup, nous allons donc passer à qui est représenté et comment dans ces émissions. Donc, on va se poser la question de comment distinguer inclusion réelle et tokenisation dans les émissions de flux et les stéréotypes qui persistent à exister à l'écran. Maureen, petit rappel peut-être sur la tokenisation et dans les formats que vous étudiez, quels sont les stéréotypes les plus récurrents que vous avez vus et comment sont traitées les identités racisées, queer, issues de classes populaires? Mal. mais mais j'ai envie de dire, ça, c'est pas propre à la télé-réalité, c'est propre à. Enfin, la télé-réalité, elle est le produit du patriarcat, comme tout un tas de productions culturelles, comme le cinéma par ailleurs, etc. Et donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ça à l'esprit. La télé-réalité invente pas des formes de discrimination. Elle travaille à partir de ce qui est déjà là, comme à peu près toutes les productions culturelles qui existent. Alors, il y a deux parties dans ta question. La première chose sur la notion de tokenisation ou jetonnage, pour le dire en français, c'est Sam Boursier qui a popularisé un peu cette expression, qui est sociologue pour le coup. Pardon. Parce qu'on n'a jamais dit de moi que j'étais sociologue, du coup je me suis sentie... docteur en cinéma et audiovisuel. Du coup, c'est l'idée en fait d'avoir dans un casting ou dans un casting en particulier d'un film, d'une émission de télé-réalité, etc., quelqu'un qui va pouvoir faire vitrine pour une communauté qui est marginalisée. Et en général, les personnages tokens ou les personnages jetons sont des personnages qui, dans le scénario, ne servent pas à grand-chose. Ils sont juste là pour faire une sorte de vitrine de diversité. La plupart du temps, ils sont au service des intérêts d'un personnage principal, d'un héros qui, lui, est beaucoup plus lisse, en tout cas qui appartient, qui cumule un ensemble de normes identitaires dont le personnage token va continuer de servir les intérêts. Dans le cas de la télé-réalité, il n'y a pas de centralité vraiment d'un personnage ou d'un autre, mais on peut malgré tout retrouver comme ça des personnages qui sont un peu jetons. Je pense à la candidate grosse de la première saison de Frenchy Shore, par exemple, qui était vraiment là pour aller dans le sens du récit qu'essayait d'installer Frenchy Shore, qui était d'être donc cette télé-réalité qui a un peu incorporé MeToo et la question du consentement, la question du harcèlement, etc. Donc on avait tous ces gens qui étaient réunis pour s'envoyer en l'air dans tous les sens possibles et imaginables, et le plus possible, et tout ça avec une diversité des identités de genre, des identités sexuelles, des corps, etc. etc. Dans les faits, Iris était la seule gaulée comme elle était, et en plus de ça, personne ne s'intéressait vraiment à elle, donc il y avait une forme de violence très très forte. Moi j'ai trouvé à regarder l'émission, à la voir elle naviguer un peu au milieu de tous ces gens qui faisaient quand même assez peu attention à elle. Mais donc elle est là, Iris, à ce moment-là, pour que la production de Frenchy Shore se prémunisse de critiques sur la diversité potentielle de son casting, par exemple. Après, elle, la façon dont elle est traitée, il n'y a pas de réflexion de fond qui est menée là-dessus. Donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, sur les stéréotypes, il faudrait faire des études un peu quantitatives, ce que je n'ai pas fait encore, parce que les études sur la télé-réalité ne sont pas ultra financées encore à l'université. Mais j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, j'ai des collègues doctorantes qui travaillent aussi sur ces corpus, etc. Donc ça va arriver, il y a une nouvelle génération de chercheurs qui essayent de formaliser les choses. Donc je ne vais pas avoir de chiffres à vous donner, etc. En revanche, ce qu'on observe, c'est une sorte de bipartition genrée, qui est le propre de l'hétérosexualité, à la fois donc l'idée de la distinction claire et nette entre le masculin et le féminin et de la complémentarité de ces deux genres, ce qui explique donc qu'on est énormément en télé-réalité de flux et de vie collective, des programmes de dating, type, on a parlé des Princes de l'amour, La Villa des cœurs brisés, ça marche aussi avec les émissions qu'on trouve sur les plateformes, donc Love is Blind, mais il n'y a pas que Love is Blind, Too Hot to Handle, etc., où c'est beaucoup de masculinités qui sont des masculinités dites un peu, pour jargonner, hégémoniques, c'est-à-dire des gars assez bodybuildés, qui poussent à la salle, qui mangent beaucoup d'œufs crus le matin, vraisemblablement, et je leur souhaite beaucoup de bonheur, et
Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Si, on peut leur, Faites-la en souhaiter du sportif que vous bonheur. voulez, aucun problème. Et des femmes qui sont dans des postures plutôt d'attente, plutôt des femmes un peu trophées, etc. En tout cas, c'est la façon dont elles sont écrites dans les émissions. Ça n'a rien à voir ensuite avec les candidates elles-mêmes et ce qui se passe dans leur tête, et ce qu'elles essayent, elles, de mettre en scène quand elles sont de mettre en place quand elles sont en tournage, etc., etc. Mais en tout cas, dans les récits, moi je travaille sur les images, donc dans les représentations qui nous arrivent, c'est un peu ces deux types qui nous parviennent. Pour ce qui est des identités sexuelles, des représentations des candidats gays, des candidates lesbiennes, les lesbiennes c'est facile, il n'y en a pas, il y en a très peu. Les candidates et candidats bi, on trouve, là il y a ces... Bon, je vais passer un peu sur le détail, mais en France, on trouve pas mal de candidates qui sont annoncées comme étant bisexuelles, mais dont la bisexualité sert en fait plutôt, là encore, de prétexte aux émissions, et très souvent on les ramène quand même plutôt du côté des gars, ou alors on a des candidates bi qui disent des choses du genre je me sens pas à l'aise à l'idée de dater des meufs, etc. Du coup, bon, c'est hyper compliqué, ça va avec tout un tas de questions qui sont ouvertes en ce moment sur les représentations de la bisexualité. Je vous renvoie au livre de Camille Test, etc., pour celles qui ne seraient pas familiers de ces questions, qui est hyper bien fait. Et pour les candidats gays, on en a pas mal dans les émissions de flux, mais souvent, c'est ce que disait Piche tout à l'heure, souvent il y a un type de candidat gay qui est en fait le candidat gay qui plaît aux hétéros. Donc c'est un candidat gay assez maniéré, qui est plutôt codé comme étant du côté du féminin. Et d'ailleurs dans les interactions, dans le détail des émissions, c'est plutôt des candidats qu'on voit sociabiliser avec les candidates et très très peu avec les candidats. Ça bouge un petit peu, mais c'est assez rare. Donc voilà, grossièrement, c'est un peu ce genre de représentation qu'on peut avoir dans les programmes. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense qu'ici, beaucoup de personnes n'ont pas trop regardé de la télé-réalité ou ne sont pas adeptes à la télé-réalité. Et du coup, je pense que c'est important de rappeler vraiment ce que c'est une télé-réalité, ce que c'est une émission de flux et voilà, tous ces codes très genrés qu'on retrouve. Piche, dans Drag Race, mais aussi plus largement dans les médias où vous intervenez, comment percevez-vous la représentation des artistes queer racisés ? Pas assez présente, en vrai. C'est sûr que si moi je prends mon cas, en vrai j'ai beaucoup de chance, je suis représenté grâce à une émission comme Drag Race, etc. Ça te met forcément un tremplin qui fait que du coup après tu as de la visibilité, et avec ce que je décide de faire ensuite à côté avec ma musique et tout ça, j'ai un accès pour le coup quand je parle, etc. On m'écoute, mais ce que je remarque, c'est que c'est pas suffisant et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des récits très intéressants et qui serviraient véritablement le débat public et à qui on donne pas d'accès et de parole, je dirais en vrai. Non, mais c'est intéressant de le souligner. Sous-représentation totale des personnes queer racisées. Déjà des personnes queer, mais queer racisées, il faut vraiment rappeler que c'est très différent. Les personnes queer blanches et les personnes queer racisées n'ont pas du tout les mêmes discriminations, en tout cas dans l'audiovisuel, mais aussi dans la société. Et puis même, je trouve aussi souvent quand... mais bon, après, ça, c'est pas intrinsèquement lié à la télé-réalité, c'est de manière générale, c'est sociétal et tout ça. Mais c'est vrai que je trouve que les médias, des fois, et certains endroits où on arrive et tout ça, sont pas du tout éduqués à nos questions, à nos problématiques et autres, ce qui fait qu'on a toujours un espèce de travail sur le terrain quand on arrive quelque part pour une interview et autres représentations audiovisuelles, même s'il y a des bonnes intentions, et c'est très bien, évidemment, voilà, mais on a l'impression d'avoir toujours cette espèce de double travail il va falloir qu'on réponde aux questions, qu'on s'occupe du coup de notre propre représentation, de nos projets, de ce qu'on a envie de dire, et en même temps, il faut gentiment, sans trop brusquer, pour pas que du coup après on se dise qu'on n'a pas envie de nous réinviter ou ce genre de choses-là, à l'éducation du coup, un peu des personnes disant voilà, fais attention, peut-être que là tu n'utilises pas le bon pronom pour parler de cette personne-là ou autre, et c'est un petit peu des fois touchy et complexe, je trouve, de réussir à trouver cet entre-deux de oui, vous pouvez nous inviter dans les émissions, etc. On va discuter et on vous donne des clés sans... en fait, les gens ont souvent cette impression de condescendance quand on leur donne des clés de compréhension, etc. Ils nous associent de suite à des donneurs ou des donneuses de leçons et tout ça. Et ça, je trouve que c'est une petite ligne qui est un peu compliquée des fois quand on est... c'est plus en interne, en off, en vérité, que véritablement sur les plateaux et tout ça. Mais c'est une vraie aussi
difficulté. Je pense que les personnalités, je pense au sein des entreprises audiovisuelles, etc., devraient être un peu plus formées sur ces questions-là, parce qu'on ne se rend pas compte, en vérité, eux, ils se disent que c'est peut-être genre juste un moment dans leur quotidien, parce qu'ils reçoivent une personne queer ou racisée toutes les morts de pape. Mais nous, pour le coup, en fait, c'est tout le temps. C'est à chaque fois qu'on va se retrouver du coup dans une interview ou un truc. Et du coup, quand des fois, tu peux avoir l'air un peu, pas excédé, mais ne serait-ce que juste un peu fatigué, ou que c'est de rabâcher en permanence, des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, on n'a pas forcément envie de le faire. Et la personne en face va le prendre hyper perso et se dire, oh, ben, ça va, on peut pas faire d'erreur ou autre. Si, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous tromper. Et on vous donnera des clés encore une fois avec plaisir. Mais c'est juste de se mettre aussi dans les chaussures de l'autre personne qui est en face et de comprendre que il y a des gens pour qui c'est systémique, c'est quotidien, c'est tout le temps. Et du coup, bah voilà, des fois on est juste fatigué, quoi, avec toute la bonne intention du monde. Ouais, fatigué, vraiment, on vous le dit, on est fatigué. Mais merci Piche pour vos mots. Chloé, en tant que femme, et puis une femme racisée, participant à une émission de dating, en plus à l'aveugle. Pour rappeler, Love is Blind, c'est vraiment, on ne rencontre que son partenaire à la fin, après avoir bien discuté avec lui dans les capsules. Avez-vous eu peur des stéréotypes? Avez-vous eu des craintes? Oui, alors au moment d'être castée, honnêtement, je vais le dire, je pensais faire partie d'un quota. On m'a castée un peu à la fin, je ne peux pas vous dire exactement comment pour un contrat de confidentialité, mais c'est vrai que dans la télé-réalité, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques. On est, tu m'avais dit, pardon, je t'ai tutoyé. Les pourcentages, en tout cas même dans le cinéma, vous pouvez aller voir nos chiffres sur le Ciné 50-50 qu'on a mis sur notre site. Je crois que c'est 0, quelque chose, hein, la communauté asiatique. J'ai pas les chiffres en tête. Moins d'1%, donc c'est 0, quelque chose. Donc voilà, c'était vraiment mon interrogation de me demander est-ce que c'est vraiment pour ce que je suis à l'intérieur ou est-ce que c'est pour mon enveloppe, c'est pour faire le pourcentage de l'asiatique dans le film, hein. Donc c'est vrai que oui, j'ai eu cette crainte, mais heureusement on était quand même finalement en nombre, donc j'étais très heureuse et très agréablement surprise de voir autant d'asiatiques pour la première fois dans une émission de télé. Je pense que ça a été ce qui a été le plus remarquable, hein, dans Love is Blind France. Tout le monde l'a souligné. La communauté asiatique a été énormément représentée, quoi. Oui, j'ai trouvé vraiment le casting très diversifié et je pensais être la seule asiatique. Et finalement, on était 5. Donc vraiment très, très, très agréablement surprise. On en est encore là à compter, mais bon, il faut bien. Yanis, du coup, dans les programmes récents, comme La Villa, Star Academy, Secret Story, est-ce qu'il y a de la diversité, mais souvent cotonnée à des rôles stéréotypés, et comment vous l'analysez? Alors, je dirais que, est-ce qu'il y a de la diversité? Non. Enfin, on a un quota, clairement. Par exemple, Secret Story, c'est Romy qui a gagné. Mais on va dire que c'était la seule personne noire. Enfin, il y en avait 2 du coup, mais c'était la plus foncée, entre guillemets, la dark skin. Elle a eu ce rôle de un peu femme noire, aigrie, énervée. Ils aiment bien donner ce genre de rôle aux femmes, généralement. Et en fait, le problème, je pense, dans la télé-réalité qui est diffusée à la télé, en tout cas, mettons TFX ou W9, c'est que déjà, il n'y a jamais de nouveauté. C'est toujours les mêmes candidats. C'est clairement du recyclage. Ils ne prennent pas de risques. Et je pense qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, représenter les personnes racisées et encore moins, du coup, la communauté queer. Alors, est-ce que c'est peut-être par peur? Parce que peut-être la communauté a plus, entre guillemets, de personnalité, prend de la place. Ils ont peur que peut-être leur chouchou ou leur poulain se fasse éclipser. Mais non, je dirais qu'il n'y a pas de diversité. La seule diversité que j'ai vue, c'est plus par exemple sur les télé-réalités, sur Netflix, sur Prime Video. Après, peut-être c'est parce que aussi sur les plateformes, il y a peut-être plus de liberté, peut-être par rapport à la télé. Aussi, ouais. Il y a des enjeux économiques plus forts, surtout et un programme comme Love is Blind, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est un programme global. Donc il faut que Love is Blind France ne soit pas seulement vu par les Français. Il faut que ça puisse marcher sur toutes les nationalités de gens qui sont abonnés à Netflix. Et du coup, l'enjeu du casting, c'est la diversité du casting et aussi un enjeu économique à cet endroit-là. Il faut que l'émission, elle soit streamée, quoi.
tu disais aussi voilà, peut-être pourquoi du coup on met pas forcément de personnes queer racisées ou autres. Je définis le terme un peu queer, enfin très politique, parce que du coup c'est des personnalités qui ne jouent pas le jeu les trois quarts du temps. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on n'est pas casté. Quand je dis pas jouer le jeu, c'est pas que j'accuse personne de scénariser quoi que ce soit ou autre, mais c'est juste qu'en fait on va aborder des thématiques et on va en parler directement à la télé et on n'a pas envie de pas parler de politique, de pas parler d'engagement. On peut se retrouver dans un programme par exemple et voir un comportement qui est sexiste et dire ah ben non, ça se fait pas en fait. Et sauf que là la production va être très oui mais on peut enfin là on peut pas en parler en ITV parce que on interview le soir ou enfin un confessionnal, je sais plus comment on dit ça. Et je pense que ça vient de ça aussi, c'est prendre des gens dont on sait qu'ils sont pas forcément clivants et qui vont pas du coup vouloir assumer certains propos. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là, au-delà de ce côté un peu cliché, on sait que tel profil fonctionne et tout ça machin, mais c'est de prendre des gens dont on est sûr qu'ils vont pas forcément trop faire de vagues après. Je pense que c'est ça. Et les queers, on est connus pour faire pas mal de vagues. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisque en effet, les productions aujourd'hui d'émissions de télé-réalité dans le flux, je sais encore récemment, il y avait un tournage en cours, un candidat a voulu dire le mot harcèlement, et la prod est intervenue derrière la caméra en disant non, tu dis pas ce genre de terme ici. Donc on est vraiment dans un acte de censure, hein, clairement, et dans un anti-agissement, anti-politique. Et donc c'est là où voilà, il y a vraiment un enjeu, ce que je mettais dans le titre de cette table ronde, un enjeu de violence qui sont hyper banalisés, où les candidates ne peuvent même pas réagir elles-mêmes, enfin eux-mêmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont malheureusement attaqués par beaucoup de violences, et les femmes aussi. Même le MeToo télé-réalité à l'époque a été invisibilisé. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, aujourd'hui. En tout cas, voilà, s'il y a des productrices dans la salle qui font des émissions de télé, c'est vraiment pour vous. On va peut-être du coup passer à, vu qu'on a vu un peu qui était représenté, intéressons-nous du coup à ce que ces programmes fabriquent comme imaginaire. On va se poser la question de quel imaginaire, normes et comportements les émissions de flux contribuent-elles à renforcer ou à remettre en question dans la société. Donc, Maureen, comment la télé-réalité construit-elle des normes sur les relations, la masculinité, la féminité, les hiérarchies sociales? Est-ce qu'il y a des patterns récurrents? Très vaste question. Alors ça va dépendre des émissions de télé-réalité qu'on prend en compte. Là, j'ai l'impression quand même que dans le débat, on est plutôt sur les émissions de télé-réalité de vie collective, qui sont essentiellement ou des émissions de dating, ou en ce moment, on a beaucoup d'émissions de jeux avec des intelligences artificielles, etc. Mais pour ta question, je pense que c'est le corpus des émissions de dating qui fonctionne le mieux. Moi, ce qui me frappe quand depuis que je regarde ces émissions et ensuite quand j'ai commencé à travailler dessus, ce qui me frappe surtout, c'est l'attention plutôt, je me trompe de mot, qui est portée par ces programmes à l'idée de la conjugalité. En fait. C'est hyper intéressant parce que c'est à la fois des émissions où toute la rhétorique est autour de je veux trouver l'amour, je veux me reconstruire, etc. etc. Mais dans les faits, ce qui est mis en avant ou ce qui est recherché par les candidats et candidates, c'est l'idée du couple exclusif, fermé, à très grande majorité hétérosexuelle, et avec une répartition genrée des rôles et des tâches qui redouble l'assignation de genre supposé et attesté des candidates. Donc il y a ça, et c'est vraiment un peu la matière première de tous ces programmes. La question des relations amoureuses vraiment, ou du sentiment amoureux, elle est finalement assez vite repoussée hors champ, et cette espèce d'accent mis toujours sur la conjugalité, il va aussi, et avec des logiques de tournage, des logiques structurelles. Beaucoup de candidates se sont exprimées là-dessus, sur le fait que les journalistes et les nounous, c'est-à-dire les personnes qui font un peu l'intendance des candidats et des candidates sur les plateaux, qui gèrent la logistique, qui peuvent aussi servir de soutien psy, etc. En fait, il y a une pression très forte qui est mise pendant le tournage même sur les candidates pour qu'elles se mettent en couple avec des candidats sur place, parce que être en couple, c'est pérenniser sa place dans le programme, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont familiers avec cette émission que j'ai plusieurs fois citée aujourd'hui, Les Princes de l'amour. Le principe des Princes de l'amour, c'était, vous avez 5 gars dans une villa, ces gars sont les princes de l'amour, ils cherchent donc l'amour. On leur envoie sur la première semaine 2 filles. À la fin de la première semaine, en fait, à la fin des 3 premiers jours de tournage, vous en avez une qui est éliminée, elle est remplacée le jour même.
Et donc, on continue comme ça. Et donc, gagne la fille qui est restée le plus longtemps, qui reste jusqu'à la fin. Dans gagner, là, il n'y a pas seulement le fait de repartir avec Benji, en fait. C'est super. Enfin, genre, ça dépend ce que vous cherchez dans la vie, mais ça peut être super. Mais il y a surtout l'idée d'enchaîner les jours de tournage. Les candidats sont payés pour la plupart à la pige, donc à la pige journalière. Donc si vous faites 20 jours de tournage, c'est gigantesque. Vous êtes plus payé que la go qui est éliminée après 4 jours parce que le gars veut pas d'elle. Donc il y a aussi un enjeu économique en fait. Et du coup, c'est pas seulement des normes imaginaires, symboliques, etc. C'est des logiques qui travaillent, qui structurent la façon dont le travail est produit dans le secteur. Et je pense que, alors ça ne vaut pas pour toutes les émissions de télé-réalité, une émission comme Love is Blind, elle fonctionne complètement différemment, mais ce n'est pas du tout le même genre de programme. Mais pour ce qui est des téléréalités de flux, de vie collective, etc., et qui sont des quotidiennes, il y a quelque chose dans la façon dont le travail il est produit qui va de pair avec ces logiques hétéronormées, patriarcales, etc. etc. L'un est la matière première de l'autre, en fait. Non, mais c'est hyper intéressant ce que vous avez dit. Oui, Piche, dis-nous. En plus, ça me fait penser en plus ce que tu dis, c'est qu'il y a en plus un truc qui est un peu biaisé, parce que souvent on accuse un petit peu, je dis pas à tort du tout, mais les productions de scénariser ou ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, les productions n'ont même pas besoin de scénariser aussi les choses, parce que du coup, les personnalités vont se retrouver, en tout cas j'ai l'impression, dans ce type de programme, avec, comme tu dis, soit la pression de se mettre en couple, parce que du coup ça fait rester plus longtemps dans le programme et donc ça fait de l'argent, mais aussi ça fait de la visibilité. Et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte, parce qu'il y a des personnalités en vrai qui vont dans ce genre d'émission, parce que du coup on sait que juste après, potentiellement, c'est du following sur les réseaux, des possibilités ensuite, c'est bête, mais de faire de l'argent autrement encore, avec des partenariats, des choses, d'enchaîner les émissions de télévision. Il y a aussi beaucoup ce truc-là qui rentre en compte et qui fait que du coup, j'ai l'impression que les émissions de télé-réalité, pendant un moment, en tout cas au début, ont montré un espèce de pattern, il y a quelques années et tout, et que maintenant ils sont en mode, on ne dit plus, on n'a plus besoin de le dire, puisque de toute façon les candidats et les candidates savent qu'il faut faire ça pour éventuellement du coup que ça fonctionne comme eux elles ont envie après. Et du coup ça, je pense que ça biaise énormément, et eux du coup ça leur permet d'être en retrait et de dire bah non, nous on n'a rien dit, on n'a rien fait en truc et tout ça, et de se déresponsabiliser finalement de quelque chose en disant bah c'est les candidats, on les a forcés à rien et tout ça. Mais en vérité, c'est un espèce de truc sous-jacent. Ils ne forcent pas, mais en donnant ce type d'exemple et en donnant ce type de représentation-là, du coup, dans les émissions, bah, ils incitent sans avoir à prendre les responsabilités. Enfin, c'est un peu vicieux, je trouve ça hyper vicieux, mais voilà. Hyper. Je rebondis juste sur un mot, nounou, parce que c'est quand même important, parce que voilà, vous avez dit nounou. Oui, en effet, dans les émissions de télé-réalité, les candidates ont des nounous. Donc ça montre vraiment ce côté un peu infantilisant et de quoi il a fait une bêtise. Donc, alors la bêtise, c'est juste un délit. Voilà, on en est là au niveau de l'encadrement. Oui, en fait, l'idée pour qu'une émission de télé-réalité elle puisse être réalisée, être tournée, il faut que les candidats et les candidates soient entièrement tournés sur ce qui se passe sur le plateau. La moindre distraction extérieure est un potentiel problème, en fait. Love is Blind se distingue un tout petit peu parce qu'il y a toute une phase où vous récupérez, par exemple, vos téléphones, vous retournez dans votre vie, etc., etc. Et ça explique aussi beaucoup les horaires de tournage, mais on pourra parler de ça plus tard parce que moi, ça m'intéresse, mais les horaires de tournage ont l'air aussi plus réduits, etc., ce qui explique par exemple que si vous regardez un programme comme Love is Blind, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses en off, en fait, quand les caméras sont pas là, etc. Surtout au vu du dispositif que met en place l'émission, où vous devez expérimenter la vie à deux, etc., etc. Dans une émission comme La Villa, une émission de flux classique, une quotidienne de vie collective, la terreur de la production, c'est qu'il se passe des choses quand les caméras ne tournent pas. Et du coup, il faut des instances de contrôle. Les journalistes sont là pour contrôler, les nounous sont là aussi pour contrôler. Elles sont là pour contrôler que machin et machin se voient pas sur le toit de la villa quand il n'y a pas de caméra, et du coup, soit avancent dans leur histoire sans les caméras, parce que du coup, sinon, pour écrire le récit derrière, en fait, il manque des images, il manque des mots, etc. C'est hyper compliqué. Et pour aussi prévenir le fait que les candidats s'organisent entre eux. Parce que le pire, c'est aussi l'organisation collective des syndicats. Je sais plus dans quel... bah bien, c'est le pire qui peut arriver à tout le monde, par ailleurs, que les travailleurs s'organisent, n'est-ce pas
Je sais plus dans quelle émission, il y avait une sorte de react de genre des Marseillais ou un truc comme ça, et il y a tout un moment où Julien Tanti raconte qu'ils ont fait grève un jour. Genre ils sont montés tous sur le toit de la villa, mais ils n'ont pas fait grève pour des raisons politiques très poussées, mais il y a malgré tout, ils sont montés sur le toit de la villa parce que je sais pas, il y avait quelqu'un qui avait pas eu à manger ou un truc comme ça, et du coup ils ont paralysé le tournage. En fait c'est possible, c'est juste que ça vient pas forcément à l'idée, ou que dans la façon dont le travail se distribue et le travail s'organise, il y a très peu de moyens pour les candidats de s'allier concrètement, quoi. Et du coup, on voit bien que les productions s'inquiètent qu'il se passe quelque chose en off pour leur récit et leur scénario, et non pour la bienveillance, voilà, des VHMSS, des discriminations. Ça, ils n'en ont rien à faire. Hein. C'est que pour leur scénario. Ouais, je te coupe, je reviens juste sur cette notion de scénario. Je suis désolée, ça déborde peut-être un peu de script. Attention, parce que les émissions de télé-réalité ne sont pas scénarisées au même titre que les films sont scénarisés. C'est-à-dire il n'y a pas une histoire qui est absolument préécrite et ensuite on manipule, entre guillemets, les candidats pour jouer des scènes ou tout ça qu'on a prévu. Il y a un type de candidat qu'on caste, on sait que tel candidat va plutôt correspondre à tel profil, tel profil, tel profil, et donc on a vaguement, les productions ont vaguement dans l'idée d'aller vers tel ou tel type de récit. Ensuite, maintenant que les candidats sont plutôt des candidats professionnels, on connaît aussi qui sont les candidats, et les candidats, c'est ce que disait Pige tout à l'heure, continuent de raconter leurs histoires sur les réseaux, etc., etc. Donc ils arrivent dans les émissions avec ce background, et bien sûr que les productions et les scénaristes qui travaillent sur l'émission se servent de ça. Mais ensuite, la particularité de la télé-réalité, et Chloé le disait très bien tout à l'heure, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, c'est de créer les conditions pour qu'adviennent les émotions. Mais il faut que les émotions, elles soient vraies, sinon le public ne suit pas d'une certaine façon. Donc on met les candidats dans des dispositifs dans lesquels ils sont un peu en vase clos et où les émotions, elles peuvent arriver. Mais si vous connaissez un peu la télé-réalité, vous connaissez cette séquence de il y a le mec à Mila, il y a le mec à Mila. Mila, quand arrive son ex dans le cross des Marseillais à ce moment-là, elle ne sait pas qu'il arrive. Et la séquence ne peut fonctionner que parce qu'elle ne sait pas. En fait, si elle est au courant, on n'a pas la crise de derrière, on n'a pas les réactions, etc., etc. Donc tout ça, c'est hyper important. C'est pas scripté ou scénarisé au sens où on l'entend en fiction, en télé, en ciné, en série, etc., etc. On guide un tout petit peu, et ensuite l'essentiel de l'écriture se fait au montage, en fait. Ouais. Et moi, j'ai des collègues qui sont monteuses de télé-réalité. Des dates qui fonctionnent pas et qu'elles transforment en dates qui fonctionnent, elles peuvent le faire en fait. Avec une image, on fait n'importe quoi. S'il y a des monteurs dans la salle, vous travaillez avec des monteurs, vous savez très bien. On peut donner n'importe quel sens à une image qui est un peu sortie de son contexte. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir ça vraiment en tête. C'est pas le même type de scénarisation. C'est vrai. Vu qu'on parle des stéréotypes et de l'imaginaire que construisent ces émissions dans notre société, Chloé, vous, en tant que kinésithérapeute, est-ce que vous avez senti quelques jugements à votre participation avant ou après la diffusion à une émission de télé-réalité qui est vraiment dépréciée culturellement et hyper jugée Alors, il a fallu me convaincre moi-même, déjà. Parce qu'au début, j'ai dit non, j'ai refusé. Je pensais que c'était un canular. Et c'est vrai que professionnellement parlant, je me suis dit comment vont me voir les collègues, les patients. Hein, c'est la kiné qui a fait Love is Blind. Est-ce qu'elle est vraiment professionnelle? Est-ce qu'elle est vraiment... Enfin, voilà, tout type de questions qu'on pouvait se poser effectivement par rapport à ma profession, mais j'ai eu des collègues quand même qui m'ont rassurée et qui m'ont dit mais non, mais on peut très bien être un bon thérapeute et en même temps être authentique et chercher l'amour. Voilà, c'est possible de faire ça dans une même personne, hein, j'en suis la preuve, donc tout va bien. Bon, bah, tant mieux. Et Piche, du coup, on en a un petit peu parlé, mais vraiment, je pense que c'est très bien de le souligner, l'impact culturel de Drag Race en France sur le service public. Voilà, comment, et surtout dans d'autres émissions, comment on pourrait éviter aussi parfois de visibiliser la culture queer trop joyeuse, paillettes, colorée, ce qu'ils pensent parfois, alors que dans Drag Race, il y a vraiment ces moments où les candidateux prennent la parole et expliquent beaucoup de choses qui sont importantes pour visibiliser nos voix queer. Oui, c'est vrai que dans Drag Race, on a un petit peu ça. Je trouve que dans Drag Race, il y a un bon équilibre dans le sens où on a quand même compris que c'était une émission de divertissement. Donc le but étant pour les gens, si on parle que de nos récits et de nos traumatismes, etc., on sait que voilà, c'est plus compliqué pour les gens de suivre, etc. Donc on fait ce que les queers font de mieux, on transforme un peu la merde en paillettes. Et
Ouais, la métaphore est pas géniale, je suis désolé. Ouais, t'aimes bien. Ouais, il y a cette volonté-là, en fait, et je pense que là où c'est un peu différent pour Drag Race, c'est qu'en plus, on le lie à quelque chose de la performance, de l'ordre de la performance et tout ça. C'est quand on parle, on me dit voilà à quel point, souvent on me demande est-ce que c'est dur de faire Drag Race, oui, pourquoi et tout ça. Pour moi, c'est vraiment la compétition, en tout cas à la télévision, qui est la plus difficile, la plus complète. J'ai l'impression que c'est à la fois Koh-Lanta, The Voice, je sais pas, enfin, en fait, on est censé tout savoir faire à l'intérieur. Et c'est aussi du coup des disciplines qu'on a moins l'habitude de voir à la télévision, qu'on fascinait pendant longtemps et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés qui y sont liés. Et c'est en ça que Drag Race c'est génial aussi, c'est que ça a déconstruit plein d'idées qu'on s'imaginait autour du drag. Ça a montré à quel point du coup c'était un art qui était et qui est toujours hyper divers et qui demande énormément de skills, comme on dit en anglais. Et voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette volonté du... Enfin, si, d'une certaine manière, je ne sais pas comment expliquer, mon cerveau va trop vite, désolé, de sensationnalisme, de ce côté, genre, on ne cherche pas du drama pour du drama comme on peut trouver genre, dans d'autres émissions. En fait, le sensationnel, on va le trouver au service de la performance, genre dans nos looks, dans ce qu'on va faire, etc., ce qu'on va représenter. C'est plus dans les performances, donc je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu différent des autres émissions, et aussi parce que du coup les gens s'identifient un peu plus. Par exemple, je rebondis juste sur la question que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de, quand on va participer à une émission de télé-réalité, on va se dire, voilà, si on a un métier comme kinésithérapeute, comme docteur ou autre et tout ça, on peut se poser la question justement de, est-ce que ça te rend moins professionnel, est-ce qu'après du coup tu perds une forme de crédibilité et tout ça. Sur Drag Race, on l'a pas du tout, parce que du coup les sujets qui sont traités à l'intérieur et tout ça sont pas les mêmes, et la performance est pas la même. C'est pas sur juste, je dis pas juste dans le sens où, enfin, c'est pas du tout pour réduire un type de programme, évidemment que trouver l'amour c'est très important, et voilà, ça fait non mais c'est vrai aussi, je le pense, en vrai c'est voilà, c'est un vrai truc, mais c'est juste que ce type-là d'émissions souffre de tellement de clichés qui les ont précédés que c'est compliqué même maintenant quand tu fais du coup des émissions qui sont qualitatives et véritablement sincères et authentiques. Du coup, j'ai l'impression qu'on va le relier automatiquement à des clichés qu'on en a et qui sont plus liés à des émissions comme Les Princes de l'amour, comme La Villa et tout ça. Et on met tout dans un même packaging, on mélange et on fait une généralité. On peut pas avec Drag Race parce qu'il n'y a aucun autre programme qui ressemble à Drag Race. Donc en fait, la seule comparaison qu'on a avec Drag Race, c'est Drag Race. Et voilà. Je vais peut-être Tu juste... voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, le Ah, temps on parle file. trop, pardon. Non, mais c'est bien, tant mieux, on a beaucoup de choses à dire. C'est un chantier énorme qu'on se lance avec le 50-50 dessus. Yanis, quelles sont les émissions récentes qui ont réellement transformé et bousculé les discussions sociales ou politiques dans la culture pop? Réponse très facile, mais je vais dire Drag Race et Love is Blind. Parce que, hormis ces deux émissions, après je sais que sur Netflix, il y a d'autres émissions qui, oui, ont un peu bousculé, on va dire, mais c'est pas français, c'est à l'international. Et forcément, oui, c'est un enjeu économique et ça touche une cible mondiale. Mais en tout cas, à l'échelle française, à la télé, là, comme ça, hormis Drag Race, non, je vois pas d'autres émissions. Parce que oui, il y a les émissions comme Koh-Lanta ou The Voice ou Star Academy, mais je trouve que il y a un côté un peu hypocrite, dans le sens où oui, il y a un peu de diversité, mais ça reste quand même bien ficelé, quoi, par rapport à d'autres émissions. Et tu sens que dans les analyses de la culture pop, il y a des émissions qui ont vraiment construit certaines pensées par rapport à des émissions? Enfin, il y a vraiment eu des liens entre des faits vraiment dans une émission et puis après des faits dans la société. Oui, clairement, les émissions par exemple comme Drag Race ou Love is Blind, ce qui a marché, je pense, et qui a fait vraiment le succès et qui a bousculé un peu la sphère médiatique, c'est dû au casting et aussi le concept. Et ça faisait, je pense, plaisir aux gens de voir enfin de la diversité et les gens pouvaient se reconnaître dans les candidats et aussi au sein de l'émission, quoi, parce que malheureusement dans les autres émissions, quand on regarde l'émission, on sait que c'est du divertissement, mais vu qu'on voit pas quelqu'un qui nous représente, on peut pas s'identifier. Et il y a ce côté où forcément on prend du recul et on se dit ouais, c'est sympa, mais il aurait fallu plus internationaliser le casting, quoi. Puis ça a quand même beaucoup inspiré notre cérémonie aux Jeux Olympiques aussi, sur tout un plan du tableau, donc c'est pas rien, donc ça influence aussi la société. En vrai, j'ai l'impression même au-delà de l'inspiration, c'est surtout que ça permet du coup de pouvoir nous placer.
en fait, à partir du moment où on se mainstreamise un petit peu d'une certaine manière et où on est beaucoup plus visible comme ça et tout ça, ça justifie, entre grosses guillemets, c'est important, mais ça justifie du coup le fait de nous faire apparaître. Parce qu'en vérité, le drag existe depuis tellement de centaines d'années, c'était absolument pas nouveau. Et les personnalités comme Thomas Joly qui vont se retrouver à la direction artistique d'un événement pareil avaient déjà connaissance du drag, de toutes ces disciplines artistiques très queer pour le coup. C'est juste que peut-être que sans Drag Race, il n'y aurait pas eu la possibilité de pouvoir les montrer sur un événement aussi important et de dire ben voilà, c'est justifiable aussi parce que ça existe, regardez, c'est même sur le service public et ça fait des grosses audiences, etc. Vous ne pouvez plus dire qu'on a ramené quelque chose de niche sur le plateau, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est plus que ça justifie, tu vois, la chose. L'émission préférée des Français, je crois. Enfin, à un moment, ça s'est beaucoup dit, hein, Drag Race. Ah ouais? Donc, bah oui, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les personnes queer qui la regardent. Les Français adorent Drag Race, je pense. Ouais, non, les gens aiment beaucoup. Je sais pas si j'aurais dit que c'était l'émission préférée des Français, tu vois, mais en tout cas, j'ai envie de dire des Français qui ont envie de voir des choses qui bougent, et puis encore une fois, d'être représentés par des gens dont ils ont l'impression aussi que qu'ils leur ressemblent, enfin qu'ils leur ressemblent en tout cas, encore une fois, dans lesquels ils peuvent s'identifier de manière générale, quoi. C'est même physiquement ou ce genre de choses. Tu vois, on joue pas sur des histoires que de canons de beauté aussi dans Drag Race, même. En fait, je pense que ce qui touche aussi particulièrement, c'est cette espèce de, et ça c'est lié un peu à l'imaginaire collectif et tout ça, de Cendrillon, un petit peu ce truc de, on est des espèces de petites choses qui avons été du coup écrasées par la vie, etc. On correspond pas à certains standards de beauté, on n'est pas tous des canons, ce genre de choses. Et d'un coup, après, on va se transformer, on va devenir ces espèces de créatures sublimes que les gens admirent et tout ça, machin. Et du coup, il y a un truc où tu te projettes un peu en te disant, c'est pour ça que le drag aussi ça fonctionne, c'est parce que ça vend ça vend du rêve, de la magie, c'est de se dire, ah mais en fait on peut aussi ressembler à ça dans tous les critères de physique horribles qu'on s'incombe et que la télévision nous incombe et tout ça. C'est de se dire, il y a cette possibilité de transformation, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils s'identifient particulièrement, alors que quand tu vois quelqu'un à la télévision, deux personnes qui datent en te disant bah oui, j'en parlais tout à l'heure sur Frenchy Shore et tout ça, bon bah ils datent, mais voilà, moi je pourrais pas être là-dedans, c'est deux personnes que je regarde sur les réseaux sociaux et qui ressemblent à ça, c'est des gens filtrés, façon de parler, et voilà, alors que sur Drag Race c'est pas du tout les mêmes enjeux. Carrément. On va peut-être aussi revenir à une réalité fondamentale, parce qu'on parle d'émissions de télé, on parle de plein de choses, mais ce sont du coup aussi des lieux de travail, du coup l'encadrement vraiment avec les lois du travail, etc. On va peut-être du coup passer avec toi, Chloé. Dans votre expérience personnelle, à quel moment un accompagnement psychologique, juridique ou même éthique aurait été indispensable vraiment pour l'encadrement sur ce lieu de travail ? Franchement, je fais que des compliments sur mon émission, parce qu'on a été quand même bien renseignés, bien cadrés, juridiquement parlant, pour le mariage, parce que oui, je me suis mariée, je savais dans quoi j'allais. Après, psychologiquement, je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, il y a quand même une critique à faire. Voilà, je ne veux pas faire polémique, parce que bon, je suis toujours sous contrat et que je ne peux pas dire n'importe quoi, mais en toute honnêteté, je pense que le casting aurait pu être un petit peu plus approfondi psychologiquement, parce que moi, je me sentais prête. Je n'ai pas menti, je suis sincère, je suis authentique. J'aurais préféré, en parlant juste de mon histoire, que mon mari le soit plus, qu'il soit peut-être un petit peu plus creusé voilà, dans tout ce qui est psychologique, parce que voilà, les mots du corps sont plus faciles à résoudre que les mots mentaux et psychologiques. Il n'y a peut-être pas assez de recherche, d'approfondissement. Après, la critique aussi, c'est qu'on peut très bien répondre ce qu'on a envie de répondre. Vous voyez ? Il y a des personnes qui ont répondu des choses parce qu'elles se sont dit je ne vais pas dire non plus, je ne vais pas me dévoiler. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur la place publique, et encore aujourd'hui, il y a des débats. Voilà, je pense à Jonathan, qui est quand même aussi qui a été un ami à moi, mais effectivement, je ne l'ai pas revu depuis. Donc voilà, il y a des sujets qui font beaucoup de bruit post-diffusion. Et effectivement, je pense qu'il y a un accompagnement qui doit être fait avant, pendant et après. Il y en a un, mais moi, j'étais pas très contente, parce qu'avant la diffusion, comme vous, spectateurs, nous, on découvre les images en même temps que tout le monde. Donc forcément, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas du tout comment ça va être monté. Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce qu'on va être surpris? Est-ce qu'on va être content? Voilà, moi, c'était un mix de tout ça qu'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais voulu qu'on m'accompagne davantage. Et j'ai été accompagnée, attention, je ne vais pas dire que ça n'a pas été le cas, mais à un moment, on m'a dit « Attention, Chloé, tu as déjà eu ton quota ».
Et moi, je dis, comment ça, j'ai déjà eu mon quota? Oui, tu as été accompagné, mais il faut de la place pour tout le monde. Alors, je dis oui, ok, de la place pour tout le monde, mais je pense quand même que chacun a le droit de pouvoir être pris en charge à sa juste valeur. Après, ils ont dit, bah, tu peux toujours prendre quelqu'un en plus. Il y a aussi, effectivement, les nounous, hein, on pouvait en reparler, c'est pour le bien-être, pendant l'émission aussi, mais elle a été extrêmement présente aussi pendant la diffusion et avant la diffusion, parce que c'est vraiment, c'est vrai, c'est stressant. Tout le monde va nous découvrir, on ne sait pas comment. Donc moi, j'ai pas été enchantée d'entendre oui, tu as déjà eu ton quota. Ça, c'était pas très cool. Ouais. Parce qu'au final, oui, le quota, il était là, mais l'accompagnement, bah, on se met à nu. Enfin, oui, c'est un montage, mais il y a eu des vrais sentiments, il y a eu de la sincérité. Et voilà, je suis passée par des moments où voilà, c'était difficile, hein. Même encore aujourd'hui. Bon, maintenant, le temps fait qu'on arrive à cicatriser, etc. Mais quand on a été sincère et authentique et qu'on y a cru pour de vrai, voilà, je pense qu'on pouvait mieux faire. Après, franchement, voilà, on ne va pas non plus l'écouler. C'était la première saison, il y a toujours plein de choses à ajuster. Et voilà. Mais c'est intéressant, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui reviennent, surtout sur En fait, sur nous, oui, vraiment c'est double vraiment, violence ouais. extrême. Les personnes font des raccourcis en fait sur nous. Après, on a été authentique et il est vrai qu'après j'ai vu des commentaires. Oui, mais vous avez signé pour ça. Vous savez déjà qu'on va réagir, mais on oublie l'humain aussi. Et des fois, il y a des choses qui sont dites, mais de la méchanceté derrière un pseudo, derrière un profil qui n'existe pas. Et ça, c'est dur. Voilà, ça c'est vraiment dur. Par exemple, moi j'ai chanté, je me suis pris une vague incroyable où on se dit non mais c'est hyper cringe, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est ridicule, on fait pas ça en 20 minutes. Non, en fait les gens ne réfléchissent pas aussi. Il y a aussi la production, moi je leur ai dit bah, c'est super, vous m'avez montré ça en fast life. Moi, j'étais pas contente, c'est que mon histoire, elle a été mise vraiment en autoroute. Et c'était pas très bien compris, mais bon, voilà, c'est le jeu. On signe pour ça, on donne notre image, ils en font ce qu'ils veulent. Ça, c'est vrai. Oui, on signe pour ça, mais on signe pas pour les commentaires des gens. Enfin, je veux dire, ça fait Exactement. pas partie de nos contrats qu'ils aillent. C'est dur. Voilà. Mais tu vois, c'est pas pour saucer juste, tu vois, l'émission de Drag Race, mais par exemple, une différence que parce que j'ai pas fait d'autres émissions, donc je me rends pas compte et tout ça. Mais tu vois, nous, on découvre pas les images en même temps que les gens, par exemple. On va avoir la possibilité de visionner déjà le premier épisode, tout ensemble. Alors, on va pas nous le donner parce que ils sont obligés, ça c'est normal et ça se comprend. Mais par contre, on va pouvoir le voir en amont pour savoir. Ou par exemple, la semaine où on va être, puisque tout est tourné à l'avance, je le précise parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on fait ça toutes les semaines. C'est infaisable, hein, je vous le dis, tout est tourné à l'avance et il y a presque un an quasiment après la diffusion, donc on a un peu de temps. Mais par exemple, si il y a une manière de se soucier de ce qu'on ressent, dans le sens où sur l'épisode par exemple où on va être éliminé, on le voit à l'avance. Comme ça, on voit à quel point c'est peut-être compliqué, pas compliqué, de revivre cette émotion et tout ça, machin. Enfin, il y a une vraie... je le souligne parce que c'est important et que je pense que beaucoup de productions devraient prendre note là-dessus et tout ça. Mais il y a quand même une vraie... il y a un vrai essai en tout cas de compréhension sur comment la personne va se sentir, comment elle peut gérer ses réseaux. On a un accompagnement évidemment, on met en place un ou une psychologue, etc. si on a besoin d'écoute. Ça dure aussi un certain temps après l'émission. Ça pourrait évidemment toujours être optimisé, mais il y a une économie qui fait que ils peuvent pas nous prodiguer ces soins pendant non plus 10 ans, ce qui est dommage. Mais voilà. Je t'ai coupé du coup, non? Pardon, ok, sûr, ok, j'aime pas couper la parole aux gens, pardon. Mais il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est super d'entendre qu'on peut être hyper bien accompagné dans une émission de télé-réalité, et c'est bravo le service public, encore une fois, on a besoin de ça. Et sur Love is Blind, en fait, c'est intéressant dans les deux candidates qui sont ici. Vous êtes des candidates d'émissions qui font un peu exception dans le corpus. Il y a Drag Race, c'est le service public. Tout ce que tu disais tout à l'heure, c'était hyper intéressant sur le fait que l'émission elle ait une sorte d'équilibre entre la spectacularisation, le divertissement et en même temps l'engagement politique. Ça, c'est une spécificité de Drag Race France, parce que c'est beaucoup moins le cas dans la version américaine, où toute la dimension politique elle est beaucoup plus
gommé, mais parce que dans la version américaine, c'est une chaîne privée, là c'est le service public, donc il y a un devoir civique presque de la part de France 2 qui s'engage en achetant ce programme-là. Et dans Love is Blind, c'est une émission qui est sur une plateforme privée, etc., etc. Surtout, c'est que ces deux programmes ne sont pas adressés au même type de public que des émissions comme Les Princes de l'amour, La Villa, etc., le tout venant des émissions de vie collective, peut-être sur lesquelles tu travailles aussi, toi. C'est des émissions, pour le dire un peu brutalement, qui sont faites pour les classes moyennes et supérieures, en fait. Enfin, et du coup, le souci qui est apporté aux candidats, il vient aussi de là. Dans le cadre de Love is Blind, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait vraiment un travail qui était fait à la fois sur l'âge des candidats. Vous êtes en général, on est plus proche en âge, enfin là on est tous à peu près proches en âge, alors que les candidats des émissions comme La Villa, etc. sont en général plus jeunes, surtout pour les candidates. C'est un peu moins vrai pour les candidats. Donc déjà on baisse en âge pour le public cible de ces émissions-là. Et puis Love is Blind, c'est une émission sur une plateforme, donc c'est des gens qui sont abonnés, donc c'est un public qui a les moyens de s'abonner. Drag Race, c'est le service public, du coup c'est les gens qui regardent le service public, donc on suppose plutôt avec une sensibilité un peu à gauche, plutôt avec un patrimoine culturel ou un capital culturel qui n'est pas exactement le même que les gens qui regardent les émissions et qui fabriquent, qui sont les candidats dans les émissions de TFX, W9, etc., etc. Donc il ne faut pas opposer non plus de façon complètement binaire, mais je pense que cette particularité de l'accompagnement et ce soin de l'accompagnement ou de l'engagement des productions pour des valeurs éthiques n'est pas du tout décorrélé du public auquel on s'adresse, du public qu'on va chercher avec ces émissions. Et donc il y a quelque chose d'une forme de légitimité, entre guillemets, d'un programme comme Drag Race, qui est d'utilité publique et politique, on l'a dit, légitimité d'un programme comme Love is Blind, parce que les candidats sont plus aisés économiquement, ou du moins supposément, que du côté d'autres émissions, où on est vraiment plutôt sur des classes populaires, qui sont tout le temps, et culturellement et politiquement disqualifiées. Et donc là, le soin pour accompagner ces candidats et candidates, et particulièrement les candidates, est beaucoup moins affirmé. Mais merci de le rappeler, c'est hyper important et c'est tout cet enjeu aussi sur le mépris de classe qu'on retrouve dans les émissions de télé-réalité vraiment comme Secret Story ou La Villa des Cœurs Brisés et la distinction entre vos deux émissions qui sont vraiment plus protégées en effet. Quand je parlais de double violence, je pense que c'est intéressant et ça c'est un sujet qui te concerne totalement. Du coup, Yanis, les contes de pop culture, dont le vôtre, peuvent amplifier les scènes ou les contextualiser. Comment naviguez-vous entre analyse et responsabilité pour éviter l'alimentation de la haine ? Alors moi je sais que quand j'analyse les émissions que je regarde, je fais quand même ce recul nécessaire en me disant je regarde l'émission, peut-être sur le coup il y a certaines scènes qui vont m'énerver ou que je vais aimer, mais ça reste quand même de la télé, ça reste une émission, il y a un montage, il y a un script, on n'a pas forcément tout l'envers du décor, et donc il faut faire la part des choses dans le sens où dans l'émission, ce moment-là m'a pas plu, mais en dehors, je connais pas la personne, ça se trouve que je vais l'apprécier, je vais l'aimer, on va être amis. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai déjà rencontré des candidats de télé à l'extérieur qui m'ont dit oui, j'ai vu tes reviews, là, tu m'as un peu descendu, etc. Et j'ai dit oui, sur le moment, j'ai pas aimé ce que tu as proposé, en tout cas ce qui a été montré, mais encore une fois, je déteste pas la personne, puisque je la connais pas, et ça se trouve dans la vraie vie, on s'aimerait bien, mais je pense que le problème, c'est que le public ne prend pas assez de recul dans le sens où quand ils regardent une émission, ils le vivent pleinement, comme s'ils étaient dans l'émission, comme s'ils étaient avec les candidats. Et donc, du coup, ils réagissent à chaud et des fois, ils critiquent, ils sont très virulents, très méchants. Alors que, encore une fois, dans la vraie vie, ça se trouve que si vraiment ils avaient assisté au tournage, ils auraient plus ou moins compris pourquoi il s'est passé ça. Et ils n'auraient pas forcément réagi comme ils auraient réagi sur les réseaux sociaux. Et surtout que virtuellement, c'est plus facile forcément de critiquer que. Alors, dans la vraie vie, quand on voit la personne, ils ne vont rien dire, quoi. Oui, mais je tiens à préciser que le compte de Yanis est quand même assez politisé puisque tu as totalement pris part quand Romy a subi beaucoup de cyberharcèlement et de racisme, mais aussi récemment Alice, qui est une de tes collègues dans Love is Blind, qui a subi des violences psychologiques avec son mari, du coup, et tu as beaucoup pris part à ça et tu l'as beaucoup soutenu. Oui, tout à fait, même pour Ebony l'année dernière. Voilà, et j'apprécie du coup. Je suis juste obligé de dire un truc là-dessus et tout ça, mais à mon sens, je ne connais pas pour le coup ton travail, je ne sais pas encore, mais j'irai me renseigner après avec plaisir. Je tiens juste à rappeler à toutes les personnes qui font ce type de review, etc., que c'est hyper important que vous vous responsabilisiez là-dessus. D'en parler au moment où ça arrive, etc., c'est une chose, mais en fait, le fait de donner son avis, j'avoue que je ne suis pas trop les
compte un peu comme ça, parce que je trouve que trop souvent, malheureusement, on banalise le fait de donner son avis sans jamais rappeler du coup toutes ces règles-là sur le respect, etc. Machin. En fait, on donne juste son avis pour un algorithme, on fait une vidéo de 15 secondes, etc., où on dit le truc le plus choquant au début de la vidéo pour dire qu'on n'est pas d'accord sur tel truc. Et en fait, ça donne l'impression aux gens du coup qui sont légitimes à faire la même chose, et eux, du coup, ne s'affichant pas sur une vidéo, ne montrant pas leur visage, etc., se permettent d'être encore plus virulents et virulentes. Moi, je sais qu'il y a des reviews comme ça, où déjà, je les regarde pas parce que je m'en fous, mais par contre, je me dis, quand ça passe et tout ça, en vrai, ça craint. Genre, je dis pas qu'on s'en fout de votre avis, mais soit vous le donnez et vous rappelez aux gens qu'on le donne d'une certaine manière à chaque fois, soit vous le donnez pas en fait parce que vous donnez juste un mauvais exemple et vous vous rendez pas compte que vous participez du coup à tout ce truc-là qui légitime en tout cas dans la tête des gens de donner leur avis de la plus mauvaise des manières. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui font cet exercice-là. C'est un truc touchy pour moi. Si tu le fais vraiment bien en éduquant les gens. Sinon tu le fais pas, sinon tu le fais vraiment pas quoi. Non, mais Non, c'est vrai c'est parce ça que que moi j'aime bien. Yannis, c'est quand même assez. Ouais. Oui. Non, il n'y a pas de souci, Mais c'est important de le rappeler. En effet, il y a quand même beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se permettent d'analyser sans même être des analystes professionnels et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, c'est mieux de ne pas le faire. je peux rajouter quelque chose. Carrément. En fait, c'est l'effet hook. Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup dans la sensation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire parler de moi à travers tel comportement? Et je trouve qu'en fait, on est dans la société de consommation d'une critique vraiment déplorable. Et moi, je trouve que vraiment, des fois, ça dénature même ce que nous, on a voulu montrer. Et moi, franchement, ça m'a vraiment agacée au plus haut point. Et là, j'étais pas accompagnée psychologiquement quand ça s'est passé. Et il fallait vraiment se dire, oui, mais là, ça fait parler de toi, etc. Oui, ça fait parler de moi, mais c'est pas comme ça que je voulais qu'on parle de moi. On m'a dit, oui, mais de toute façon, ça, c'est le public, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Mais je pense que c'est un sujet vraiment d'éducation dans la société. On est dans des clichés, on est dans la critique derrière un pseudo et c'est vraiment des fois très difficile. Moi, j'en ai pas eu énormément. Je pense à mes collègues qui vraiment ont eu un déchaînement des fois. Bon, après, ceci dit, quand on dit quelque chose face caméra, il faut aussi l'assumer. Voilà, je ne suis pas là pour non plus faire des histoires, mais voilà, il y a des choses qu'on dit, qu'on assume, on sait qu'on est filmé et c'est tout. Mais par contre, les personnes, comment on les appelle, les react, qui font vraiment polémique et qui se moquent. Moi, combien de fois on a stéréotypé ou repris mon chant en se moquant vraiment littéralement de moi, alors que moi, c'était vraiment une façon de me mettre à nu devant la personne avec qui je voulais vivre ma vie, vieillir. Voilà, c'était me montrer à 100% moi. Et là, c'était de la moquerie et c'était vraiment pour faire des reviews. Et ce qui s'ensuit, du coup, du cyberharcèlement. Exactement. C'est vraiment triste. Ok. J'avais un dernier axe sur un peu réinventer le flux. Est-ce qu'on pourrait créer une émission de télé-réalité éthique, encadrée éthiquement? Je pense qu'on a un peu la réponse. On a des exemples qui le montrent que c'est possible, mais il faut du coup aussi changer beaucoup la structure, hein, pas que les candidats et candidates. Il faut que derrière la caméra, que ce soit les équipes techniques, on soit aussi beaucoup plus inclusif. Du coup, je vais conclure et on va pouvoir passer après un petit échange avec le public. Donc, merci beaucoup à vous quatre pour vos interventions. Pour conclure, nous avons rappelé que ces émissions de flux ne sont ni un sous-genre, ni un divertissement anodin. Elles sont un lieu de travail, un lieu de représentation, un lieu d'exposition, un espace où se rejouent des rapports de pouvoir, des normes sociales, des violences, mais aussi des possibilités de transformation. Nous avons montré que ces programmes façonnent nos imaginaires. Ils influencent nos perceptions du genre, de la race, de la classe, des relations et donc directement notre manière de penser le monde. Changer la manière dont ces émissions sont encadrées, produites et écrites, c'est aussi contribuer à changer les mentalités. Nous avons vu également que le mépris culturel pour le flux freine encore l'exigence éthique appliquée ailleurs dans l'audiovisuel, que les manques de représentation ont des effets concrets sur les personnes filmées et celles qui les regardent, que la viralité numérique amplifie la violence et qu'il est urgent de construire un cadre protecteur solide pour les candidates, pour les artistes et techniciennes. Si nous voulons un audiovisuel réellement inclusif, il faudra intégrer le flux au cœur de nos luttes et non en périphérie. Parce que c'est aussi là que se fabriquent les imaginaires de demain. Merci encore aux intervenantes et nous ouvrons maintenant un débat avec le public. Donc si quelqu'un a une petite question. Plein de questions.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Ok, cool. Moi, je voulais poser une question sur le validisme. Le validisme. La discrimination que ont les personnes en situation de handicap, visible ou invisible d'ailleurs. Voilà. Du coup, moi, j'ai fait un mémoire sur justement la représentation des personnes handicapées dans les séries. Et c'est vrai qu'en France, en fait, j'ai pas fait mon sujet sur la France parce que, littéralement, on n'existe pas dans l'espace médiatique français. Et quand on est, entre guillemets, représenté, c'est toujours ce qu'on appelle du creeping up, c'est-à-dire qu'une personne va venir faire semblant d'être handicapée. Donc Franck Dubosc, par exemple, dans un de ses films où il jouait un personnage handicapé. Et donc, est-ce qu'il y a des initiatives pour que, non seulement je vois qu'on peut venir ici à 50-50, on a de la vélotypie, on a des choses pour le public, mais pour la production, pour les personnes qui sont dans les castings, que ça soit en fiction ou en télé-réalité, ça n'existe pas en France et il n'y a pas de chemin ou d'initiative encore pour justement intégrer les personnes handicapées. Le rare exemple actuel, ça va être Mayan sur Danse avec les stars. Et Mayan, il faut savoir aussi un enjeu, c'est que comme par exemple les personnes avec une trisomie 21 qui ont participé au film Un petit truc en plus, il y a des conditions de travail qui imposent qu'elles ne peuvent pas être payées. Et ça, c'est aussi une question qui doit être réfléchie, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas être visiblement handicapé et se faire caster. Et quand on est casté, si on est casté, eh bien, en fait, on ne peut pas être payé parce qu'il y a des conditions liées à l'AH, liées à la ségrégation des personnes handicapées. Donc, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir à un moment des initiatives, que ça soit même qu'en télé-réalité, juste sur du casting pour commencer quelque part ? Totalement. De toute façon, je pense que toutes les discriminations, que ce soit la queerphobie, le validisme, le racisme, etc., la misogynie, il faut que du coup, dans le cinéma, ça évolue, mais que dans les émissions de télé-réalité, ça évolue aussi. Et du coup, on ouvre ce chantier aux 50-50. Donc, c'est hyper important aussi de parler aussi de cas précis. Et on s'en rend compte qu'il y a vraiment un souci, en fait, de représentation, mais aussi de conditions de travail, de droit légal. Donc, oui, totalement. Avec plaisir, quand on sortira, de s'en parler, puisque c'est vraiment un chantier qu'on découvre aussi, que moi, avec tout le 50-50, on initie, parce qu'on pense que c'est quand même nécessaire, et je pense qu'il y a pas mal de voix qui ont envie de prendre la parole, et on a le droit de s'indigner, et oui, il y a des choses à changer. Donc, merci. Une autre question ? Oui, bonjour, Isabelle Bonny-Clavré, je suis scénariste et donc j'ai une question notamment pour vous, Chloé, parce que je m'intéresse beaucoup à la façon dont le récit est produit au sein d'une émission comme Love is Blind. Donc vous dites qu'il n'y a pas de scénario, mais est-ce qu'il y a eu des conditions ou des mises en condition ou des incitations, par exemple de la part des nounous, pour produire certaines situations? Est-ce que, par exemple, vous avez pu être incité à vous diriger vers tel ou tel candidat? Et où est-ce que vous avez eu le sentiment que peut-être, surtout au début, dans la partie aveugle, le fait d'être enfermé, de ne pas sortir, qu'on vous a mis dans un état peut-être émotif, affectif, qui a pu produire certaines choses, voire même, et c'est ma dernière petite question, par exemple, quand vous avez chanté, est-ce que c'est quelque chose qui venait de vous ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu vous inciter à faire? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Effectivement, le fait d'être privé de liberté dans le sens où on n'a pas de portable, on n'a pas d'échange avec l'extérieur, c'était aussi le but de l'expérience pour vraiment être uniquement dans le cheminement de l'amour sans pouvoir être diverti par la vie. C'est ça qui rend l'expérience en fait assez incroyable, mais effectivement, on peut penser qu'on ne se sent pas forcément bien. Je pense qu'il y a un petit côté stressant, effectivement, de se dire, bon, c'est l'instant, c'est le moment. On a 2 semaines pour vraiment être focus sur la personne qu'on choisit. Après, les nounous ne vont pas elles ne peuvent pas intervenir dans notre choix. Elles vont intervenir surtout dans notre bien-être. Comment on se sent, essayer de
quand moi j'étais stressée, par exemple, à l'idée de chanter, ça venait de moi. Moi seule. Après, effectivement, j'ai hésité à le faire. On m'a dit, mais si, c'est super beau, c'est comme ça que tu vas exprimer l'amour. On m'a encouragée. Mais ça venait vraiment de moi, parce qu'on devait venir avec un cadeau qu'on donne à notre moitié, entre guillemets. Et effectivement, ça va être concentré vraiment sur une seule et unique chose, l'amour. Mais c'est vrai que c'était pas facile, c'est vrai. Là-haut. Oui, bonjour, je m'appelle Estelle Giangio, je suis journaliste. J'ai une question concernant les candidats LGBTQIA+, ou bien du moins queer-coded. Vous avez parlé de Love Story, un des premiers pionniers, c'était Stevie. Et en fait, jamais on a parlé de son homosexualité réelle ou supposée. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression dans des émissions, même dans Koh-Lanta, même dans la Star Academy ou Secret Story, qu'en fait, on ne parle pas de ce qui est un peu obvious, ou en fait, seulement dans des émissions comme Drag Race, on a la liberté, au contraire, de parler politiquement des enjeux de LGBTQIA+. Et je voulais savoir un petit peu si vous avez l'impression que ça fait partie des prochains enjeux de la télé-réalité éthique, de pouvoir parler librement de sa sexualité, qu'elle soit hétéro, homosexuelle ou pas. Bien sûr, tout en sachant que le coming out n'est pas obligatoire, mais j'avais une question par rapport à ça, à savoir si ces candidats-là avaient une certaine censure de la part de la production de ne pas parler de leur homosexualité. Voilà. Du coup, moi, cette censure, je ne l'ai jamais sentie. Je pense que ça dépend aussi du programme et de l'objectif un peu du programme qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, si on se met à en parler dans tous les programmes, à partir du moment où du coup on est queer ou qu'on aurait une orientation de genre ou d'orientation sexuelle qui serait différente, du coup on tomberait de nouveau du coup dans ce cliché-là de se dire que du coup parce qu'on est différent, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise, etc. Alors qu'il y a aussi plein de personnes de la communauté queer qui ont envie que ce soit un non-événement et qui ne sont pas autour de cette histoire-là de dire il faut absolument faire un coming out, il faut que les gens le disent parce que les hétérosexuels ne font pas de coming out, ils n'ont pas besoin de le faire. Donc en vrai, je pense qu'à partir du moment où l'émission, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, aura aussi une portée politique et où ça aura une valeur et une réelle plus-value du coup de le faire, là oui. Mais si c'est pas le cas, en vrai, je pense qu'après c'est vraiment des décisions personnel et voilà, il faut juste que les personnes se sentent à l'aise de le faire, mais en fait j'aurais pas envie que ça devienne une espèce de quota non plus, finalement, ce truc là de devoir le dire, parce que du coup on a ce désir de représentation. La représentation, elle est importante jusqu'à ce qu'elle devienne plus importante. C'est un peu ce truc là où il faut en parler pour qu'on arrive au moment où on n'ait plus besoin d'en parler. Donc ça dépend, je trouve que c'est vraiment au cas par cas pour le coup. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est la question à se poser pour moi pour la situation que vous soulevez là dans la question, c'est qu'est-ce que l'émission a gagné d'expliciter l'orientation sexuelle ou les identités de genre de ses candidats et de ses candidates. Si elle estime qu'elle n'a rien à y gagner, elle ne va pas le faire. Parce que les enjeux sont avant tout ceux-là, ceux de fédérer un public, c'est des enjeux économiques, etc. Dans une émission comme Drag Race, bien sûr, ça n'a pas de sens, mais on voit par exemple dans une émission comme Frenchy Shore, il y avait un enjeu pour l'émission à ce que le coming out trans de Auriel soit explicite et soit un événement spectaculaire dans l'émission. Parce que c'est une stratégie que met en place l'émission pour se distinguer d'autres programmes qui lui ressemblent, en fait. Et donc, pour exister en tant que programme à part entière, etc., etc., ça va en plus avec le narratif de l'émission, qui est qu'on ait cette télé-réalité inclusive, à balle sur le consentement, supposément, etc., etc. En tout cas, c'était le narratif vraiment promotionnel de la première saison de Frenchy Shore. Dans une émission comme la Starac, c'est différent. C'est une émission dite familiale. C'est une émission qui passe à 17h30 à l'heure du goûter. C'est une émission qui n'est pas marquée, en tout cas qui essaye de ne pas se marquer politiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas marquée à gauche, etc., etc. Et du coup... Pardon. Et du coup, il n'y a pas exactement le même type d'enjeu. Et dans la première saison du reboot de la Starac, il y avait Louis, par exemple, qui était clairement gay coded, et jamais ça a été attesté. En tout cas, dans les images qu'on a pu voir. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est un choix de Louis lui-même. Je veux dire, il faudrait qu'il soit là pour nous expliquer et pour nous raconter tout ce qu'il a dit. Mais il y a ensuite un choix d'éditorialisation de la part du programme qui est de éventuellement ne pas diffuser d'images où son orientation sexuelle
sexuelle, réelle ou supposée, elle est explicitement marquée. C'est un peu différent avec les candidats d'après. Il y avait un candidat, un mec qui était ingénieur et qui avait des lunettes par exemple, qui a parlé de ce que c'était pour lui d'être gay, et en fait la production, on voyait dans les quotidiennes, voulait le pousser, voulait lui faire chanter Queen en fait, et lui il était là, ouais mais mon père, et il y avait une sorte de décalage entre lui, ce que ça représentait pour lui potentiellement, d'afficher une identité gay plus assumée, en tout cas plus assumée, c'est pas le bon mot, mais en tout cas plus explicite pour un grand public, et ce que la prod cherchait comme type de spectacle. Le coût n'était pas le même. L'émission avait besoin de ça. Lui, il mesurait ce que ça pouvait représenter pour sa vie. Donc, je pense que c'est un équilibre qui est assez compliqué à tenir et qui n'engage pas seulement la volonté propre des candidats. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Sophie Léné-Dieudevitch, je suis directrice de casting. Alors pour la fiction, je ne fais pas du tout de casting de flux, mais on appelle ça des casteurs d'ailleurs. Il y a du snobisme aussi entre le casting fiction et le casting télé, enfin flux. Moi j'avais 3 questions parce que je m'intéresse un peu au bien-être à la protection des candidats et candidates. Je suis aussi au SPIAC CGT et puis membre du 50-50. En fait, je m'interrogeais parce qu'on parlait... Je trouve qu'effectivement, vos 2 émissions ne sont pas très représentatives de ce que moi j'ai pu regarder pour m'intéresser au sujet. Et je pense beaucoup aux émissions de dating et aussi le fait de l'enfermement et de ces villas où on est quand même en maillot de bain toute la journée. Et les filles sont quand même très dénudées toute la journée. Les mecs très bodybuildés, je vous rejoins. Et en fait, est-ce qu'il y aurait... Je pense à votre métier, Yanis. Est-ce que ce ne serait pas intéressant que ces métiers-là... En tout cas, ces analyses sociologiques, entre guillemets, soient incorporées à l'intérieur de ces émissions. Parce que même dans Love is Blind, que j'ai regardé un peu, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des comportements assez toxiques, soit masculins, mais aussi liés à la relation homme-femme. Et je me dis qu'il n'y a jamais personne à l'intérieur de l'émission de dire ce comportement-là, c'est pas normal, on ne peut pas dire ça à quelqu'un, on ne peut pas faire ça. Et en fait, ça veut dire que ça peut être fait qu'à l'extérieur des émissions, sur les réseaux sociaux. Et donc je me demandais si ce n'est pas un métier incorporé à l'intérieur des émissions, vu qu'il y a plein d'ITV, pourquoi pas l'ITV d'un sociologue qui explique les rapports hommes-femmes, les rapports de genre, enfin tout ce qu'on pourrait parler, des discriminations et tout. Je m'interroge aussi sur le poste de nounou. Et est-ce qu'il ne serait pas utile dans ces émissions de dating ou d'enfermement dans les villas, où on sait qu'il y a énormément de relations sexuelles qui ne sont pas toujours consenties par les candidates? Est-ce que vous trouvez intéressant qu'il y ait le métier de coordinatrice d'intimité dans ces émissions-là? Moi, je pense qu'elles sont... Enfin, moi, c'est déjà validé dans ma tête, mais je voulais l'interroger comme ça ouvertement. Et je voulais parler aussi, parce que le code du travail et le droit du travail m'intéressent, et combien d'heures par jour ces candidats et candidates travaillent? C'est un sacré délire. Parce qu'en fait, les heures sup, je crois que c'est plus des heures sup, quoi. Et est-ce que c'est vraiment encadré? Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on est payé qu'on a le droit de travailler 24 heures sur 24. Et des fois, c'est un peu ce qui me semble être le cas dans les émissions. Pardon pour la longueur. Oui. Moi, sincèrement, je pense que ce serait une bonne idée. Mais le problème, parce que je pense qu'ils ont déjà pensé à cette idée, c'est que peut-être ils ont peur que s'ils font des métiers comme ça au sein même de l'émission, que du coup, ça dérègle un peu... le scénario entre guillemets prévu pour l'émission, et du coup il y aura, en fait ça aurait été bien parce que dans le sens où il n'y aurait plus entre guillemets de personnes problématiques dans l'émission, en tout cas de séquences problématiques, mais du coup à l'extérieur lors de la diffusion il n'y aurait plus entre guillemets de quoi alimenter l'émission ou quelque chose qui ferait susciter en tout cas l'engouement. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne le font pas, mais oui effectivement ça aurait été une bonne idée. Oui, après ça c'est difficile à corréler en vrai. Est-ce que c'est vraiment... Enfin, explicitement oui, c'est-à-dire que les programmes passent plutôt en access prime time, donc avant, alors pour certains ils passaient beaucoup plus tôt, ils passaient genre vers 18h, etc. Pour l'essentiel maintenant ils passent quand même plutôt vers 19-20h, donc on sort quand même un peu de la cible explicite de la télé adolescente, c'est plus l'heure du goûter, c'est plus l'heure où les parents rentrent à la maison, ou alors les vingtenaires, les étudiants, etc., etc. Donc il y a une volonté de ces émissions d'aller capter un public qui est un peu plus vieux. Maintenant, effectivement, dans les thématiques qui sont activées, etc., c'est des thématiques de cours de récré, donc bien sûr
sûr que l'adresse au public adolescent, elle est là. Néanmoins, c'est pas un programme, et c'est toute l'ambiguïté du truc, hein, c'est pas du tout pour minimiser ce que vous dites, mais c'est toute l'ambiguïté, c'est pas des programmes qui sont explicitement créés pour la jeunesse. C'est pas des programmes qui sont diffusés dans des cases de programmes réservés aux ados ou réservés aux enfants, etc., etc. Donc c'est une, comment dire, c'est pas pour minimiser, mais ça complexifie un peu cette tendance qu'on va avoir de penser que ces programmes sont absolument produits pour les ados. Ils sont pas produits pour eux, ils sont produits pour qui veut les regarder, et si eux peuvent les regarder, c'est un marché comme un autre, en fait. Donc, mais il y a une volonté de fédérer des thématiques qui vont pouvoir aller jusqu'à vingtenaire, trentenaire. Moi, j'ai 36 ans, je continue à en regarder, etc., etc. Donc, il y a ça. Pour rebondir, et après, je te donne la parole, pour prolonger sur ce que vous disiez sur 10 secondes. Ces gens travaillent trop, ils sont mal payés, il leur faut des syndicats. Voilà. Et peut-être Piche, un dernier mot, Piche. Oui, je ne sais pas si ce sera le meilleur mot de la fin, mais c'est vrai qu'intégrer du coup ce type-là de métier, c'est un petit peu compliqué aussi parce que ça veut dire que c'est un aveu auprès d'une émission, etc., de devoir assumer certains comportements et certaines séquences, alors que quand ça sort et que du coup personne n'en a parlé à l'intérieur et que ça n'a pas été soulevé et tout ça, on peut dire on n'était pas au courant. Et donc ça prémunit de toute responsabilité. À partir du moment où tu prends quelqu'un et où tu le mets à l'intérieur et qu'il doit faire une analyse et que tu te rends compte au moment de l'analyse que quand ça arrive qu'il y a quelque chose de problématique, ça veut dire quoi en soi? Ça veut dire que tu dois prendre tes responsabilités, ça veut dire que tu dois mettre des actions qui sont en place, etc. Et ça, pour une production, c'est pas possible, parce que ça veut dire du coup du temps, etc. Et ça ne rentre pas du coup dans la possibilité. On parlait de temps de travail, mais pourquoi? Parce que du coup, pourquoi on nous fait travailler pendant des heures et des heures, des fois parce que tu as 2 jours pour tourner un épisode. Et en fait, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur ou quoi, tu as 2 jours. À la fin de ces 2 jours-là, la personne qui est au-dessus, elle a besoin d'un épisode, quoi qu'il arrive. Donc il faut rentrer du coup dans ce... Alors évidemment c'est pas une bonne chose, hein. Je dis les choses factuellement, c'est un constat. On devrait pouvoir avoir plus de temps, on devrait pouvoir se dire par exemple qu'un tournage peut, j'en sais rien, s'il est prévu pendant 3 semaines, puisse durer finalement qu'on ait toujours 2 semaines ou 3 semaines par exemple de mou. Si ça finit plus tôt, tant mieux, si ça finit plus tard. Mais il n'y a pas de budget en plus comme ça alloué, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens travaillent autant. Il faudrait. Ah mais il faudrait tellement plus. Et c'est pour ça que tout ça pose beaucoup de réflexions, d'interrogations, d'indignation, etc. Et donc, merci beaucoup à vous 4 d'avoir accepté mon appel. Merci au 50-50, vraiment. Merci le 50-50 d'initier ce chantier. Je reste ouverte à toute proposition. Voilà, je suis là, je suis dans le coin. Si vous voulez garder mon contact pour qu'on en parle, pour que si vous avez des idées ou quoi, je suis là. Donc merci à vous aussi.